faut dire ça. Attends que ça démarre. Ça démarre, voilà. Donc, je vous informe que vous êtes enregistré. C'est surtout moi qui suis enregistré. Donc, mais bon. Donc voilà, donc ces deux cours-là vont se faire de manière un peu plus interactive, on va dire ça comme ça. Alors, interactive dans le sens où c'est vous qui travaillez. Voilà. Et donc, l'idée présentielle, c'est que je passe, voilà, je suis là aussi pour vous guider, vous coacher un petit peu. Donc, vous allez découvrir. N'oubliez pas, évidemment, pour les cours en présentiel, de prendre votre code économique avec, enfin, le recueil de textes de loi là, que vous avez récupéré, puisque c'est là-dedans que vous faites la recherche. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est plus embêtant. Vous serez répartis sur deux classes, enfin, blabla, comme potentiellement en succession. Je passerai d'une à l'autre aussi. À côté de ces deux gros points-là, il y a plein de petits points qui vont être abordés dans cette partie-ci. Donc, il y a la propriété intellectuelle qui est un morceau un petit peu plus gros, on va dire. Sinon, les autres choses, on a les intermédiaires commerciaux, donc qui parlent du contrat de commission, le contrat de courtage. On va parler du contrat de transport, on va parler de la notion de factoring, on va parler de... Comment est-ce qu'on va parler? Du gage. Sinon, je me fais frapper par Madame Benson. On va parler de... Qu'est-ce qu'il y a encore? Il manque encore un truc. Non, pas du gage, du leasing pour Madame Renson. Le gage, on n'en parlera pas. J'en touche juste un mot, mais c'est le leasing pour Madame Renson. Pas que j'oublie. Mais vous avez déjà eu le cours où elle vous parle de leasing, non? Oui, c'est bien. Donc, du coup, elle ne s'est pas râlée, puisque c'était pas encore vu, mais c'était pas de ma faute. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, voilà. Donc, Bonjour. c'est les différents... Donc, c'est des petites choses, c'est pas des gros trucs. Voilà, donc deux gros morceaux. Donc, évidemment, à l'examen, il y aura probablement une ou deux questions de crédit à la consommation, une ou deux questions sur la faillite, la réorganisation judiciaire, et puis une ou deux questions sur le reste, en vrac. On tourne vers 6 questions à peu près pour la deuxième partie. Donc, aujourd'hui, on va faire voir un petit peu en vrac donc, les intermédiaires commerciaux et la propriété intellectuelle. Et alors, peut-être qu'on verra le transport, le leasing, etc. aujourd'hui, je ne pense pas. Et je les recaserai, sinon, quand j'ai un petit moment, voilà. Normalement, il y a toujours bien un moment ou l'autre où j'ai un petit peu de temps en plus. Donc les intermédiaires commerciaux, vous connaissez, c'est les mandataires, c'est ceux que vous mandatez pour faire quelque chose à votre place, hein, finalement. Donc on parle d'un commettant, c'est celui qui mandate, hein, et le commissionnaire, c'est celui qui est mandaté. C'est ça le terme. Donc ça, c'est le contrat de mandat classique. Vous rencontrez ça, par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, dans les ventes aux enchères, de trucs assez importants, etc. La vente aux enchères, c'est souvent des prête-noms qui sont présents à la vente aux enchères. Ils sont au téléphone ou ils ont une oreillette ou quoi que ce soit et on leur dit est-ce que j'enchéris pas, etc. Parce que les vrais acheteurs ne veulent pas être vus, ne veulent pas être connus. Vous avez déjà vu ça peut-être parfois à la télé, dans des films, dans des choses comme ça. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est moins présentiel, les ventes aux enchères, ça se fait à distance, donc c'est un petit peu différent. Mais ça reste toujours généralement des prête-noms, hein, qui vont faire ça. Alors, le rôle, finalement, c'est un contrat de mandat. Donc, du contrat de commission dont on va reparler. Et alors, à côté de ça, il y a le contrat de courtage. Ça, vous connaissez aussi, c'est typiquement les agences immobilières, hein, qui sont des courtiers, finalement, dont le but, finalement, d'un courtier, donc, c'est de mettre en présence deux personnes qui vont conclure un contrat entre elles. Le courtier ne conclut pas de contrat, il sert d'intermédiaire, il rapproche, finalement, deux personnes qui ont des intérêts qui sont censés être convergents. Et donc, voilà, qui va les mettre en contact, finalement, et qui va les aider à passer un contrat ensemble. Un autre type de courtier que vous connaissez, nous, on l'appelle vraiment courtier, c'est le courtier en assurance. C'est censé vous mettre en rapport, vous, avec l'assurance qui vous correspond le mieux. Donc voilà, donc ces deux contrats où donc, ce sont des intermédiaires, finalement, des personnes qui vont servir d'intermédiaires. Alors, il n'y a quasiment rien dans le code civil là-dedans, hein, donc c'est vraiment des trucs qui ne sont pas vraiment réglés. Il y a peu de législation là-dessus, mais enfin, il y a quand même des règles. On ne va pas voir ici avec les textes légaux, hein, mais il y a quand même des règles. Alors, ce n'est pas très compliqué. Hein, donc, contrat de commission, donc c'est une personne, un commettant, qui mandate quelqu'un, finalement, un commissionnaire, pour accomplir une mission en son nom. Donc, alors quand je dis en son nom, je veux dire en son propre nom, c'est-à-dire que le commissionnaire, donc celui qui est mandaté,
va faire quelque chose, il le fait en son nom. Donc, dans une vente aux enchères dont je vous parlais, la personne achète en son nom. Elle ne dit pas qu'elle achète au nom de telle personne. Sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt, d'ailleurs, comme de frais de prête-nom, puisqu'on saurait au nom de qui elle achète. Donc, elle achète en son propre nom, mais c'est pour le compte de quelqu'un d'autre. Donc voilà. Alors, il ne fait pas ça bénévolement, évidemment, le commissionnaire, hein, il est payé et sa rémunération s'appelle la commission. Donc, il y a deux contrats dans le cadre d'un contrat de commission. Il y a le contrat entre le commettant et le commissionnaire, le contrat de mandat, on va dire. Et puis, il y a le contrat entre le commissionnaire et le vendeur ou l'acheteur extérieur, donc le tiers, avec qui il va donc passer l'accord, finalement, le contrat. Donc, ça peut être une vente, un achat ou même autre chose. Hein. Enfin, généralement, c'est une vente ou un achat. Alors, le principe de la commission, c'est qu'une fois que le commissionnaire a acheté, on va dire acheté pour simplifier, parce que chaque fois acheté ou vendu, acheté le bien, donc il devient propriétaire, puisqu'il a acheté, donc il devient propriétaire, mais immédiatement par l'effet du contrat de commission, c'est le commettant qui devient propriétaire, en fait. Donc le contrat de commission fait que quand le commissionnaire achète le bien vu, hop, c'est immédiatement le commettant qui devient propriétaire. Donc, par l'achat, il y a finalement un double transfert de propriété, un double transfert de propriété rapide. Au moment où il achète, comme dans tout contrat de vente classique, l'acheteur devient propriétaire. Et puis, instantanément, par le fait du contrat de commission, c'est le commettant qui devient propriétaire. Ça, c'est le principe de base du contrat de commission. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est un peu comme un contrat de mandat, mais particulier, puisque le commissionnaire achète en son propre nom. Quand c'est un mandat classique, le mandataire n'affine pas en son propre nom. C'est comme une procuration, finalement, un mandat classique. Hein. Ici, c'est vraiment un contrat un petit peu particulier à ce niveau-là. Alors, l'idée de base, c'est que le commissionnaire n'est pas responsable vis-à-vis du commettant. Donc, il ne doit pas. Il n'a pas de responsabilité. C'est-à-dire, si le bien n'est pas tout à fait conforme à ce que voulait le commettant, etc., ce n'est pas de sa faute. Ça dépend, en fait, de la mission qu'on lui a confiée. Si on lui a dit, par exemple, vous devez acheter tel bien, mais vous devez vérifier avant qu'il est en bon état, qu'il est conforme, etc., là, le commissionnaire est responsable. Maintenant, si on lui dit, vous devez aller dans telle vente aux enchères, acheter tel bien, OK, vous faites participer à l'enchère, vous remportez le bien n'est pas abîmé ou conforme, ou c'est pas exactement ça que le commettant voulait, tant pis, vous avez dit d'acheter tel bien, vous n'êtes pas responsable. Donc, il est très important, évidemment, dans ce type de contrat-là, de bien définir la mission du commissionnaire pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait d'ambiguïté. Dans le cas, je reviens toujours sur les ventes aux enchères, parce que c'est un des cas fréquents, on trouvait ça. Il y a aussi le fait qu'il ne doit pas dépasser les limites de son mandat, de son contrat de commission. Si par exemple on lui dit qu'il ne peut pas acheter à plus de 50 000 euros et qu'il gagne l'enchère à 60 000 euros, évidemment le commettant pourrait ne pas vouloir assumer. Et donc le commissionnaire, comme c'est lui qui a acheté en son nom propre, devrait assumer l'enchère tout seul, ce qui peut évidemment faire mal. Puisque généralement, ils ne sont pas riches. Donc, il faut avoir confiance dans son commettant, parce que sinon, on risque de se retrouver quand même un petit peu embêté. Si on ne sait pas assumer l'enchère et qu'une raison pour une autre, le commettant est en faillite ou quoi que ce soit, et que c'est le commissionnaire qui doit assumer, puisque pour le tiers, il n'y a pas de relation entre le tiers et le commettant, ils ne se connaissent pas, et il n'y a aucun lien juridique entre eux. Donc, pour le tiers, la seule contrepartie, c'est le commissionnaire. Donc, c'est lui qui doit assumer. Qui n'assume pas, tant pis. C'est pas tant pis. Et qui va devoir assumer, on poursuivra au tribunal, etc. Que ce soit le commettant qui normalement devait assumer, le tiers, il s'en fout, c'est pas son problème. À l'inverse, si par exemple, donc c'est une vente, donc le commissionnaire vend le bien à quelqu'un, et puis l'acheteur n'est pas solvable, tant pis pour le commettant. Ce n'est pas le problème du commissionnaire. Il ne garantit pas la solvabilité. Alors, il peut garantir la solvabilité, c'est possible, mais dans ce cas-là, il va devoir, il aura une rémunération supérieure. Hein, donc, c'est bon. Ouais. Il faut imaginer des rémunérations plus importantes, mais à ce moment-là, bon, des garanties plus importantes, mais il faut une rémunération plus importante. De base, il ne garantit pas la solvabilité du tiers contractant. Voilà, alors, excusez-moi. Excusez-moi. Oui, j'ai une question. J'écoute, mais il y a très peu de mots qui sortent. Oui, d'accord.
J'ai une question. Qui paye le commissionnaire? Est-ce que c'est l'acheteur ou bien les deux? Non, non, c'est le commettant qui paye le commissionnaire. C'est le commettant qui paye le commissionnaire, puisque de toute façon, le tiers, il ne connaît pas. Il n'a aucune raison de le payer. Lui, il voit quelqu'un qui dit, voilà, j'achète ton truc. Bah, lui dit, ben voilà, je te le vends, ok, pas de souci. Donc, il n'y a aucun lien avec le contrat de commission. Le tiers n'a aucun lien avec le contrat de commission. Donc, celui qui paye, c'est le commettant, celui qui a donné la mission à l'autre, finalement. Alors, si le commissionnaire doit faire des frais dans le cadre de son contrat de commission, ben évidemment, ils doivent être remboursés. Si par exemple, il doit prendre l'avion pour aller de vente aux enchères à Paris, c'est un Chinois, c'est un exemple typique qu'on avait, il prend l'avion jusqu'à Paris, ben, il faut lui payer évidemment l'avion, l'hôtel, etc. Tout ça, c'est précisé normalement dans le contrat de commission. Et alors, tant qu'il n'a pas été payé, le commissionnaire, il a le droit de ne pas donner le bien qu'il aurait acheté, par exemple, au commettant. Il a un droit de rétention tant qu'il n'a pas été payé. Alors, il y a une clause particulière qui s'appelle la clause de Ducroire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Dans ce cas-là, en fait, le commissionnaire se porte garant de la bonne exécution du contrat. Donc, puisqu'il a vendu ou acheté un bien, etc. Et puis c'est directement le commettant qui s'est retrouvé lié avec le tiers, directement. Donc, le commissionnaire se porter garant de ça en plus, donc dire que tout va bien se passer. C'est ce que je disais tout à l'heure, un peu comme garantir la solvabilité ou quoi que ce soit du tiers. Mais donc, à ce moment-là, c'est une clause supplémentaire avec une rémunération supplémentaire, évidemment. Donc, voilà. C'est rien de très compliqué, le contrat de commission. Le contrat de courtage, lui, c'est typiquement, je vous dis, le courtier en assurance ou l'agent immobilier. C'est un intermédiaire qui met deux personnes en présence. Il n'est pas partie au contrat, donc ce n'est pas lui qui signe le contrat. C'est pas lui qui. Enfin, normalement, c'est vrai que parfois les agents immobiliers, c'est eux qui vont signer. Vous allez parfois signer le contrat avec l'agence immobilière, mais le principe de base, c'est qu'il sert juste d'intermédiaire. C'est le vendeur qui vend la maison et l'acheteur qui l'achète, et l'agence immobilière a juste rapproché les deux. Donc, le courtier, lui, il a moins d'obligations, évidemment. Son seul rôle principal, c'est une obligation de moyens, en fait. C'est qu'il doit faire de son mieux pour mettre en présence les deux parties. Enfin, il y a un des deux seulement qui lui donne une mission. Donc, un vendeur qui veut vendre sa maison contacte une agence immobilière. L'agence immobilière, elle doit faire de son mieux pour réussir à vendre la maison au prix demandé par le vendeur. Voilà, c'est ça son rôle. C'est une obligation de moyens. Donc, si on veut dire que l'agence immobilière n'a pas accompli sa tâche, n'a pas respecté son on doit prouver qu'elle n'a pas fait de son mieux. Sandrine, tu peux couper ton micro de le faire. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, il faut prouver qu'elle a fait de son mieux. Donc, en fait, on distingue le contrat de commission, c'est plutôt une obligation de résultat. Et le contrat de courtage, c'est une obligation de moyens. Pour vous donner un exemple, je vais prendre un exemple scolaire. Donc, votre petit fiston ou fifi a des problèmes à l'école, il a un gros échec en maths. Donc, voilà, il a raté. Donc, il a une deuxième session en maths au mois de septembre. Donc, pour l'aider, lui mettre toutes les choses de son côté, vous engagez un professeur particulier pour l'été, pour lui faire des maths pendant tout l'été. Très heureux, d'ailleurs, le jeune. Et voilà. Donc, le prof, il a deux possibilités. Il vous dit, avec moi, c'est garanti, il réussit sa deuxième session. Donc là, il se met une obligation de résultat. Donc, vous le payez en fonction de ça. C'est bien simple. Si jamais l'enfant rate, quelles que soient les raisons, il n'a pas accompli sa mission, donc il n'est pas, par exemple, pas payé, puisqu'il n'a pas atteint son obligation. Par contre, généralement, c'est ça qu'il va dire, le prof plutôt, il dit « Je vais faire de mon mieux pour qu'il réussisse ». Et là, ce n'est pas parce qu'il rate que vous pourrez dire qu'il n'a pas accompli sa mission. Il faudra à ce moment-là prouver qu'il n'a pas fait de son mieux. Donc, ça, c'est la différence entre obligation de moyens et obligation de résultat. Donc, pour la contrepartie, on va dire, l'obligation de résultat, c'est le plus simple. Si l'objectif n'est pas atteint, on sait tout de suite, il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit, il suffit de dire, ben voilà, l'objectif n'est pas atteint, donc vous n'avez pas accompli votre mission. Quand c'est une obligation de moyens comme pour un courtier, c'est plus compliqué, puisque là, il faudra prouver qu'il n'a pas accompli sa mission de son mieux, il n'a pas mis... Bon, ça, c'est plus dur à prouver, évidemment, hein. Donc, le courtier ne garantit rien non plus théoriquement, hein. Donc, il doit juste mettre en présence les deux personnes. Maintenant, un courtier, dans le cadre de métier
d'opération de courtage de manière générale, il y a souvent quelques obligations de résultats quand même qui sont dedans. Par exemple, une agence immobilière, elle doit mettre votre maison sur son site, par exemple, ou mettre une affiche sur la vitrine de l'agence immobilière. Maintenant, c'est plutôt sur le site. Donc, un courtier en assurance, lui, il doit, dans ses missions, normalement, quand vous lui transmettez un document, ben, il doit les faire parvenir à l'assurance dans un délai rapide. Ce n'est pas toujours le cas, d'ailleurs, hein, des courtiers, des gens qui ont raté une résiliation d'assurance, par exemple, parce qu'ils ont envoyé le courrier à leur courtier, qui n'a pas fait suivre dans les délais à l'assurance, et donc, du coup, la résiliation est arrivée hors délai, trop tard, et on est reparti pour un an avec la même assurance. Des choses qui arrivent pas si rarement que ça. Donc là, le courtier est en tort. Là, il avait une obligation de résultat. Il y a quelques trucs comme ça ponctuels où il y a une obligation de résultat. Mais la majorité de ces obligations sont quand même des obligations de moyens. Alors, dans son obligation aussi au courtier, c'est de conseiller. Donc, alors, c'est principalement ça, on voit ça dans le cadre du courtier en assurance qui doit vous conseiller vers l'assurance qui pourrait être la plus adaptée pour vous. Un agent immobilier doit vous conseiller, par exemple, quand vous voulez vendre une maison via une agence immobilière, il doit vous conseiller en vous disant, par exemple, que le prix est trop élevé. Il doit bien redescendre le prix. L'agent immobilier qui m'a raconté que c'était le principal problème des agents immobiliers, c'est de réussir à convaincre les vendeurs que leur maison, non, elle ne vaut pas le prix qu'ils veulent la vendre. Parce que finalement, les gens ont tendance à surestimer toujours leur maison en l'imaginant mieux qu'elle n'est. Forcément, c'est leur maison. Donc, voilà. Mais voilà, c'est souvent un peu compliqué de faire comprendre aux gens que non, ça ne peut pas se vendre à ce prix-là. Et souvent, ils disent d'ailleurs, ils essayent pendant un certain temps, et puis en voyant que ça ne se vend pas, ben, ils sont obligés de descendre. Sachant que, même, généralement, les agents immobiliers, ils ont plutôt intérêt à ce qu'elles se vendent cher, puisqu'ils sont payés généralement au pourcentage de la valeur de la maison. C'est un pourcentage assez élevé. Je trouve ça c'est cher hein, de passer par une agence immobilière. La maison que j'ai achetée, où je suis, le vendeur donc passé par une agence immobilière. Je sais que la compte que j'ai donnée en réservant finalement la maison, là j'avais donné je ne sais plus combien, c'était 6 ou 7 000 ou 8 000, un truc comme ça. Ah bah, c'était pour l'agence immobilière, c'était entièrement sur l'agence immobilière. Alors, c'est sûr qu'ils ne vendent pas une maison tous les jours, mais enfin, quand ils en vendent une, c'est tout de suite une belle rentrée financière malgré tout. Mais bon, ils ne Du vendent coup, pas des maisons tous les jours. je pense que c'est pour ça que les propriétaires veulent la vendre plus cher parce qu'ils comptent dedans le prix qu'ils vont devoir donner à l'agence. Maintenant, je suis toujours un peu étonné. Moi, personnellement, je ne comprends pas très bien l'intérêt de passer par une agence immobilière de manière générale. Quand on est dans la maison, en tout cas, parce que de toute façon, les visites, on sera là quand il y aura les visites, donc fondamentalement, ça ne change rien. Vu le prix que ça coûte, alors que maintenant, avec des sites comme ImoWeb, il y a moyen de vendre sa maison quand même sans passer par une agence immobilière. Ça me semble pas indispensable vu le prix que c'est. Hein, parce que quand même, bon, 6-7 000 euros, bah, c'est quand même pas. Voilà, ça vaut peut-être la peine de gérer soi-même quelques coups de fil et quelques. Enfin bon, ça c'est mon point de vue. Voilà, alors, même chose, hein, il peut aussi garantir la bonne exécution du contrat, donc se porter un peu garant d'un contrat, c'est possible aussi, notamment quand il rapproche un vendeur et un acheteur de pays différents, ou un contrat d'entreprise entre une entreprise espagnole et une entreprise belge. Il peut, par exemple, se porter garant en disant, voilà, je garantis que l'entreprise espagnole est fiable et qu'elle va assumer son contrat correctement. C'est une possibilité aussi qui peut faire, ça porte un nom, je le dirai 1000 fois, c'est se porter fort. Voilà, se porter fort, ça s'appelle. J'ai jamais entendu l'expression. C'est-à-dire qu'on ne garantit pas l'exécution de contrat dans le sens où on ne va pas exécuter à la place de l'autre. C'est une entreprise qui fabrique des carrelages. Ben, le courtier, il ne sait pas fabriquer de carrelage. Donc, si l'entreprise ne les fabrique pas correctement, il ne sait pas le faire à la place. C'est normalement ce que fait un garant. Il exécute à la place de la personne défaillante. Ici, ce n'est pas être garant. C'est simplement qu'il engage finalement sa responsabilité sur le fait que la personne va bien s'exécuter. Si ce n'est pas le cas, il devra un dédommagement à l'autre partie. En fait. Ça s'appelle se porter fort. Ça se fait souvent à l'international pour rassurer finalement. Parce qu'on peut avoir un peu peur Imaginez, vous devez passer un contrat avec une entreprise espagnole, mais vous ne savez pas du tout s'ils sont fiables ou pas. Et puis si jamais il y a un problème avec l'entreprise espagnole, il faudra aller devant les tribunaux espagnols, vous ne connaissez rien, enfin, vous n'êtes pas vraiment emballé à l'idée de. Donc ça pourrait freiner, vous pourriez refuser de contacter à cause de ça. Et donc d'avoir un courtier qui vous a mis en présence, qui se porte fort, pourrait vous rassurer en plus. Donc ça existe. Évidemment, tout ça contre rémunération. Hein. Jamais du bénévolat, évidemment. Enfin, on pourrait imaginer du bénévolat. Mais alors, c'est généralement que le courtier a un intérêt dans l'affaire.
Et alors, le courtage, normalement, le courtage est dû donc par celui qui a engagé le courtier. Donc, le courtage, c'est la rémunération. Ça s'appelle le courtage. Alors, une agence immobilière, ça peut fonctionner dans les deux sens. Vous pouvez engager une agence immobilière pour vous trouver un logement aussi. On voit peu ça en Belgique, mais vous avez peut-être déjà vu ça aux États-Unis. Ça se fait beaucoup plus, en fait. Les gens cherchent une maison et donc ils voient avec l'agent immobilier plus ou moins le type de maison qu'ils cherchent, dans quelle zone, dans quelle gamme de prix, et l'agent immobilier a pour objectif de leur trouver la maison correspondante. Ça se fait pas tellement chez nous, on ne voit pas assez peu ça. On le voit de temps en temps pour des locataires qui cherchent, des locataires qui passent par une agence immobilière pour trouver un logement. Ça se fait un petit peu. Vous n'avez jamais entendu parler de gens qui ont fait ça? Ça existe, hein, mais voilà. Et donc, la démarche peut se faire dans les deux sens. Alors, évidemment, là, c'est le locataire qui paye l'agence immobilière. Enfin, le futur locataire ou le futur acheteur qui paye l'agence immobilière. Voilà, c'était tout pour le contrat de commission, contrat de courtage. Vous voyez, c'est pas très très long. Ouais. Maintenant, on va parler un petit peu de propriété intellectuelle. Donc, la propriété intellectuelle. Donc, c'est tout ce qui est les règles de propriété industrielle, les droits d'auteur et le savoir-faire. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est la propriété industrielle? Droit d'auteur, on en reparlera après. La propriété industrielle. Donc, la propriété industrielle, c'est tout ce qui est propriété intellectuelle, finalement, mais qui ont une application industrielle, donc une application économique, on va dire, pure et dure. Donc, on y retrouve là-dedans le brevet, la marque, la forme, le dessin, le modèle, les indications géographiques, les appellations d'origine protégée, et toutes les règles de concurrence déloyale. Donc, tout ça, on retrouve dans le... Donc, c'est un des livres du Code économique, d'ailleurs. Hein. C'est le livre... je ne sais plus. 14, quelque chose comme ça. Enfin, c'est un des livres du Code économique. Si ça vous intéresse, tout ce qui concerne la propriété intellectuelle, donc c'est dans le Code économique. Puisque nous, on travaille avec les livres 6, 7 et 20. Ben voilà, c'est un autre des livres du Code économique. Il y en a beaucoup. Il y en a tout un sur la propriété intellectuelle. Alors, avant de parler de droits d'auteur, on va parler des droits donc, qui sont vraiment axés sur l'exploitation industrielle, on va dire, donc notamment le brevet qui est le plus connu, alors dont on parle beaucoup pour le moment, hein, notamment au niveau des médicaments et des vaccins contre le Covid. On a la notion de brevet a été abordée, je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi, notamment des gens qui demandaient une mise à disposition des brevets, une mise à disposition publique des brevets, pouvoir produire plus, etc., etc., voire faire des génériques. Enfin, je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi ces débats-là. Il y a même des gens qui disaient qu'on devrait retirer le concept de brevet au niveau des médicaments, dans le cas d'une épidémie comme ça, etc. Alors, qu'est-ce qui se passerait si on retirait le concept de brevet? De manière plus générale, je ne parle pas spécialement pour l'épidémie, pour le Covid. Qu'est-ce qui se passerait si le système de brevet n'existait pas? Personne ne développerait de médicaments. Pourquoi? Parce que ce serait pas rentable. Voilà, exactement, en fait. Donc, sans l'idée de brevet, donc le brevet, finalement, ça permet de protéger quelque chose qu'on a inventé, hein, protéger une invention. Je vais reparler un peu plus en détail des caractéristiques, mais qui fait qu'on peut décider d'être le seul à l'exploiter, pendant un certain délai en tout cas, ou si quelqu'un d'autre l'exploite, il doit nous payer, nous rémunérer en échange. On prend l'exemple des médicaments, mais ce n'est pas du tout spécifique à ça, hein, mais si une entreprise pharmaceutique ne pouvait pas rentabiliser ses frais de recherche, qui peuvent se chiffrer en dizaines de millions, voire centaines de millions, hein, les frais de recherche pour des médicaments parfois, s'ils ne pouvaient pas les rentabiliser pendant un certain temps, si en fait ils trouvent le truc et puis tout le monde peut les copier et faire la même chose qu'eux, sans avoir fait les frais de recherche derrière, donc ils pourraient du coup vendre moins cher puisqu'ils n'ont pas rentabilisé leurs frais de recherche, ben, personne n'investirait dans la recherche. Et donc, il n'y aurait plus de recherche, quasiment plus de recherche, et donc il n'y aurait plus d'évolution, et donc ce ne serait pas vraiment bien. Voilà. Donc, oui. Les brevets des médicaments sont particulièrement courts par rapport aux autres brevets, justement pour qu'un jour on puisse les légaliser. Alors en fait, c'est l'inverse. Donc les brevets des médicaments sont plus longs que le brevet classique, en fait. Ah bon? Le brevet classique est de 20 ans, et pour les médicaments, il est possible de demander une extension de 5 ans, en fait. Donc ils peuvent avoir 25 ans de protection au niveau des médicaments, alors que le brevet classique est de 20 ans maximum. Moi, j'avais lu que c'était genre une douzaine d'années, fait que c'était plus court, et que justement, c'est pour ça qu'ils étaient aussi chers, pour que, vu qu'ils ne l'avaient pas longtemps, ils le rentabilisent et ils le vendaient des fortunes. Non, mais c'est parce que les frais de recherche, de développement de médicaments
sont beaucoup plus importants que dans la plupart des autres secteurs quand on fait de la recherche. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont cette extension de 5 ans. Maintenant, bon, il y a eu des gros scandales. Vous avez peut-être entendu parler, c'était il y a 4 ans maintenant. Donc, c'est une entreprise américaine, un laboratoire pharmaceutique, qui a découvert un remède contre une forme de leucémie. Il y a différents types de leucémie, une forme de leucémie qui n'avait pas de 10 traitement. 000 $ la pilule, quelque chose comme ça. Ouais, je me souviens plus du prix exact, mais ils vendaient un prix astronomique qui revenait, je pense, pour un patient, parce que le traitement devait durer 2 ans. Je crois que pour un patient, le traitement revenait à quelque chose comme 1 million d'euros, je crois, sur les 2 ans ou un truc comme ça. Euh, Et alors, ça concernait très peu de cas. En Belgique, je pense qu'il y avait, je sais pas, 15 personnes qui étaient concernées par ce truc-là. 15 ou 20 personnes. Mais donc, cette entreprise propose le médicament à ce prix-là. Donc, c'est vrai que c'était 10 000 euros la pilule, l'injection, un truc comme ça. Mais c'est le seul traitement qui existe pour cette forme de leucémie. Il n'y en a pas d'autre. C'est le premier traitement qui est trouvé. Donc, ça fait scandale parce qu'en fait, on a calculé qu'il faisait alors c'était, la marge bénéficiaire était de 5 000 ou 50 000 %. Je crois que c'était 50 000 % de marge bénéficiaire qu'il faisait. Je crois que c'était un truc comme ça. Et donc, ils avaient remboursé tous leurs frais de recherche, qui étaient quand même longs. Hein, il y avait quand même des fameux frais de recherche. Mais je crois qu'en 3 mois ou en 4 mois, ils avaient remboursé tous leurs frais de recherche. Et à partir de là, ils se faisaient évidemment de l'or en barre derrière. Donc, ça a fait scandale. Parce qu'il faut bien se rendre compte, parce qu'on peut critiquer les ministres, tout ça, les budgets de santé, ils sont retirés des lits, etc. Mais imaginez-vous, alors la Belgique ne négocie pas seule les médicaments, elle négocie maintenant c'est avec le Benelux. Donc, enfin, bon, on ne représente quand même pas grand-chose. Et donc les négociations pour les médicaments, à part ici dans les cas du vaccin Covid qui ont été faits au niveau européen, mais sinon en général c'est Benelux, mais la France négocie toute seule, etc. Et c'est des négociations qui sont toujours très secrètes. On estime que la France paye ses médicaments entre 1/3 et moitié du prix que la Belgique les paye. Donc, quand elle l'achète à une entreprise pharmaceutique, elle les paye beaucoup moins cher que la Belgique. Parce qu'ils représentent un marché plus grand et donc ils ont plus de marge de manœuvre, etc. En espérant qu'on va continuer de négocier au niveau européen, ce serait beaucoup mieux de négocier au niveau européen. Les firmes pharmaceutiques, évidemment, n'ont pas envie. Mais si on négocie au niveau européen, aucune firme ne pourrait se permettre de se passer de vente au niveau européen, parce que c'est quand même un gros marché au niveau du médicament. Par contre, si la Belgique dit « Oh non, c'est trop cher, on ne prend pas à ce prix-là », ben on dit bon, « M'en fous, t'en veux pas, je vendrai aux autres, j'ai pas besoin de toi pour faire pour ma rentabilité, etc. » Et donc, c'est quoi? Alors, quand je reviens sur cet exemple du truc, de remettre là, cette forme de leucémie, tu es ministre de la Santé, et alors voilà, on te dit, voilà, on peut vous fournir le médicament, mais évidemment, on ne peut pas dire que c'est à charge du patient, hein, parce que si c'est 1 million d'euros le traitement, ben évidemment, aucun patient ne pourra se le payer. Donc, c'est la sécurité sociale qui doit le prendre en charge. Sinon, ça ne sert à rien de le prendre. Et donc, on dit, bon, OK, on le prend en charge, hein, on va soigner cette personne, on va sauver la vie à 20 personnes, parce que c'est ça. On va sauver la vie à ces 20 personnes, OK. Donc, on a 20 millions d'euros là-dedans. Ou on ne prend pas ce médicament et ces 20 millions, on l'injecte dans d'autres traitements, dans des lits d'hôpitaux, etc. Voilà. Parce qu'il y a une enveloppe, il n'y a pas une enveloppe infinie au niveau des soins de santé, vous vous rendez bien compte. Donc, moi, il faut poser un choix. Alors, qu'est-ce que vous faites en tant que là-bas? Parce que d'un côté, vous dites, ben, je condamne 20 personnes à la mort, enfin, parce que c'est le seul traitement. Donc, grosso modo, si on ne prend pas le traitement, elles ne sauront pas se le payer. À des prix là-bas, je ne peux même pas demander faire un appel sur Internet, etc., parce que c'est des montants tellement élevés que, enfin, voilà. Et donc, ou tu le prends et tu sauves la vie de ces personnes-là, ou tu ne le prends pas, mais tu vas pouvoir injecter cet argent-là qui va peut-être sauver plus de vies parce que tu auras plus de lits, etc., etc. C'est pas des choix faciles, hein. Faut bien se rendre compte que, voilà. Alors, la firme pharmaceutique était extrêmement critiquée, évidemment, pour ce qui s'était passé là-bas, et le porte-parole de la firme a répondu avec un certain aplomb en disant qu'ils assumaient totalement le prix, etc., que leur but c'était de faire de l'argent, pas de faire du bénévolat, et que si ça ne convenait pas aux gens, ils n'avaient qu'à pas prendre le médicament. Voilà. Donc ils assumaient pleinement. Au niveau de l'image de marque, évidemment, de la firme, ça n'a pas été top, mais ils ont totalement assumé. Voilà, voilà. Aucun remords, aucune truc, voilà. Toutes les firmes pharmaceutiques se comportent pas comme ça. Alors vous avez pu voir ici au niveau des vaccins Covid, grâce à notre grosse boulette de ministre, une de ministre de la Santé, celle de Bruxelles, qui a mis sur un tweet le prix des différents vaccins. Alors vous n'avez pas vu, ça fait scandale parce que c'est normalement une négociation secrète. Ça ne peut pas se dévoiler. Et donc, elle a fait une grave erreur. Elle a retiré tout de suite. Mais il y a évidemment des gens qui ont eu le temps de faire des print screens, donc le truc a circulé. Et on a pu voir le prix des différents vaccins.
et qui vont je crois que c'est du du simple au x6, quoi, les prix. Maintenant, tous n'ont pas la même technologie. Les vaccins RNM sont un peu plus chers. AstraZeneca n'est pas très cher. Il y en a qui avaient dit qu'ils vendaient à prix coûtant, et effectivement, ils ne le vendent pas cher du tout. Donc, je ne sais pas nécessairement à faire du bénéfice, mais enfin, prix coûtant, c'est rentabiliser aussi leurs frais, finalement. Hein. C'est ça, prix coûtant, mais sans marge bénéficiaire. Mais voilà, donc ça a fait un gros scandale parce que forcément, on a pu voir qu'il y avait des grosses disparités entre les prix des vaccins, de la dose, etc. Et donc, elle s'est fait taper sur les doigts, à mon avis, mais par tout le monde, parce que par l'Europe, etc. aussi, parce que ça a vraiment mis à mal les négociations, etc. Donc, elle a vraiment été. Voilà. Donc, si vous voulez les retrouver, vous pouvez les retrouver. Ils sont accessibles sur Internet. Hein, même dans les journaux, on a repris le print screen de son tweet, donc vous pouvez le retrouver sans problème sur des sites officiels comme le VIF, la RTB ou des trucs comme ça, parce qu'il y a peut-être des versions photoshopées qui peuvent circuler ailleurs, donc il faut toujours mieux aller chercher au moins sur des sites de journaux où là vous avez normalement le vrai screenshot qui avait été pris à ce moment-là. Enfin, si ça vous intéresse de voir en tout cas le prix des vaccins, voilà, ça varie de mémoire, ça varie de 4 à 20 euros la dose, un truc comme ça. Dans ces eaux-là, en tout cas. Mais donc voilà. Donc voilà. Donc le brevet existe. Alors il peut y avoir de l'abus au niveau médicament. On peut estimer que c'est de l'abus. Et donc ici on disait donc la demande c'était de lever le brevet parce que notamment des gros problèmes d'approvisionnement en vaccins, c'est que les laboratoires pharmaceutiques n'ont pas assez de capacité de production de leurs vaccins. Et donc s'ils pouvaient d'autres laboratoires pharmaceutiques qui n'ont pas eu de vaccin pouvaient utiliser leur ligne de production pour produire le vaccin de quelqu'un d'autre, ben ça permettrait évidemment d'en produire beaucoup plus. Et alors, les laboratoires français ont complètement foiré au niveau du vaccin Covid, puisqu'ils se sont loupés. Pasteur, notamment l'Institut Pasteur, ne développera pas son vaccin, ils abandonnent, je crois. Et alors, Sanofi, qui est le tout gros groupe pharmaceutique, etc., vient de passer un accord, si je ne me trompe pas, c'est Sanofi, avec Pfizer, je crois. Et donc, ils vont pouvoir développer le vaccin de Pfizer sur leur ligne de production. Mais évidemment, ils sont toujours rémunérés de Pfizer, j'imagine, là-dessus. Mais voilà, donc, ce qui va fortement augmenter, puisque je crois que c'est Sanofi, mais ils ont une grosse capacité de production qui ne servait à rien au niveau vaccin, puisqu'ils n'en ont pas développé. Tous les laboratoires pharmaceutiques n'ont pas trouvé des vaccins, pas non plus. Voilà, et donc voilà, donc c'est quelque chose qui était demandé. Maintenant, l'idée, c'était même de mettre les brevets à disposition, comme ça tous les autres laboratoires pharmaceutiques pouvaient produire les vaccins, on en aurait eu beaucoup plus. Mais bon, les laboratoires pharmaceutiques veulent rentabiliser évidemment leur investissement aussi, leurs frais de recherche, et faire probablement un peu d'argent aussi dessus, la plupart. Donc voilà, donc ça c'est... Donc, alors, les brevets, ça ne concerne pas que les médicaments. Hein. Si on parlait de médicaments, les brevets, ça concerne finalement toute invention. Donc, pour faire breveter quelque chose, il faut que ce soit quelque chose de nouveau. Vous ne pouvez pas breveter le fait que 2 silex en les tapant l'un contre l'autre, ça fait du feu, parce que ce n'est pas nouveau. Même s'il n'y a pas de brevet, il n'y a jamais eu de brevet, je pense, sur 2 silex, mais vous ne pouvez pas le breveter puisque ce n'est pas nouveau. Vous ne pouvez pas non plus breveter quelque chose qui n'aurait aucune application industrielle. Donc, on ne peut pas breveter simplement... je sais pas moi, la construction d'une base spatiale sur une potentielle planète dans un autre système solaire ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'application industrielle possible actuellement, etc. Pas quelque chose qu'on pourrait breveter en tant que tel. Donc, alors, attention que les règles de brevet, donc, elles sont... Il y a une convention internationale au niveau des brevets qui permet d'avoir des brevets reconnus dans le monde entier. Il y a un office belge qui s'appelle... encore une fois, il n'y a plus d'office belge, c'est Benelux, qui s'appelle... BOIP, je crois, Belgian Office of Intellectual Properties, quelque chose comme ça, mais qui est un truc donc, du Benelux, puisqu'on n'a plus de système spécifiquement belge, qui est un petit peu absurde à un pays aussi petit que le nôtre d'avoir un truc là-dessus. Mais parfois, l'interprétation des brevets est parfois un peu plus lâche au niveau américain, notamment. Vous avez peut-être entendu parler des brevets sur le vivant, par exemple. Donc, breveter des plantes, etc. Breveter le génome humain, notamment aussi. Est-ce que c'est vraiment brevetable ou pas? Au niveau du droit belge, on considère que non. Au niveau du droit européen, c'est en grosse discussion au niveau de la Commission européenne. Au niveau américain, c'est quelque chose qu'on peut breveter. Donc voilà, donc, il y a parfois des perceptions de la société qui ne sont pas les mêmes partout. Hein. On est quand même dans
au niveau du monde, il y a quand même des philosophies et des manières de voir les choses assez différentes. Voilà, donc les brevets au niveau du vivant, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais l'idée, donc, c'est une invention. Alors, invention, c'est aussi le terme de découverte. Donc, c'est un peu l'alternative. Et voilà, donc c'est simplement. Le principal caractéristique, c'est que ça doit être nouveau. Donc, vraiment, alors, c'est pas évident de faire breveter, puisque c'est pas gratuit déjà. Il faut payer pour garder son brevet. Donc, tu déposes un brevet, tu dois payer. Tu payes des annuités aussi pour le maintenir pendant toute la durée du brevet. C'est pas donné, alors j'ai plus les chiffres. J'ai un ancien étudiant de bac compta, en fait, de Verviers, donc il y a des années, qui était un génie au niveau QI. Hein, donc, il avait un QI, je crois, de 150 ou. Enfin, il était chez Mensa, enfin, 160, je sais plus. Enfin, il a vraiment un QI, voilà. Qui n'a pas fini bac compta parce qu'en fait, il se plantait d'ailleurs dans l'examen parce qu'il n'est pas capable de rester focalisé sur quelque chose en général. Donc, voilà, l'esprit qui peut un peu dans tous les sens. Et il avait inventé un moteur à aimant. Donc, un moteur à aimant, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait juste une impulsion au début, et puis c'était dans le moteur, il y avait plein d'aimants, et qui fonctionnaient en attraction-répulsion, donc une espèce de mouvement presque perpétuel. Ça n'existe pas vraiment le mouvement perpétuel, mais quasiment perpétuel. Donc, l'attraction-répulsion faisait que le moteur tournait simplement par l'attraction-répulsion des aimants, en fait. Donc, un moteur, zéro consommation de quoi que ce soit, à part pour l'impulsion pour le lancer. Sinon, après, il y a absolument plus besoin d'énergie ou quoi que ce soit, puisqu'il fonctionne de lui-même par les attractions et répulsions des aimants. Donc, il a breveté ça. Alors, il a déjà eu du mal à faire breveter parce qu'il dit qu'il y avait un gars qui avait réussi à faire breveter qu'un aimant, ça attire. Enfin, ça s'attire. Et donc, ce qui est un peu limite. Mais le problème, c'est que lui, forcément, c'est basé là-dessus. Et donc, on lui refusait au début de dire que son invention était nouvelle. Donc lui, mais c'était l'abrication des différents trucs, ça. Donc il a dû se battre un petit peu pour faire reconnaître ses brevets. Donc il y a différents brevets, il n'y a pas qu'un truc breveté, il brevette différentes étapes de son moteur, différentes choses de son moteur. Il m'avait dit, mais c'était, je pense que lui, il en a eu, je pense, quasiment 20 000 euros de dépôt de brevet. Plus des annuités à payer, je ne sais plus combien c'était. Mais il n'en a pas déposé qu'un, mais enfin, il avait, je sais pas, 5, 6 ou 7, enfin, il en avait pour 20 000 euros, c'est quand même un montant assez élevé. Il avait pris le gros brevet, évidemment, parce qu'il y a différentes catégories. Et puis après, donc, il devait payer les annuités. Et puis alors après, dans son développement, il fallait trouver quelqu'un pour faire un prototype, parce que bon, c'est bien beau, mais il fallait montrer que ça marchait en réalité. Donc là, il a dû trouver une entreprise qui fabrique une entreprise qui a accepté d'investir. Je crois que le prototype a coûté, je crois que c'est 350 000 ou 400 000 euros pour le fabriquer. Vous allez me dire, c'est un peu cher, c'est pas très rentable comme voiture. Mais il y avait notamment le fait que ce sont des aimants très particuliers. Ce n'est pas les magnettes que vous mettez sur votre frigo, évidemment, hein, qui vont faire tourner le moteur. C'est de l'élément de compète. Et il fallait faire les aimants spécifiquement sur mesure, en fait, hein, sur demande pour le moteur. Donc, il n'y avait pas de ligne de production spécifique pour ça. Donc, évidemment, quand tout est fait comme ça sur mesure, les prix sont beaucoup plus élevés qu'il pourrait y avoir sur une production en série. Et donc, il a fait le prototype. Donc, ça, c'était accepté. La voiture a fonctionné. Donc, elle roulait. Donc, ça, c'était très bien. Puis, j'ai perdu contact avec cet élève. Alors, c'est assez marrant parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, justement, j'y repense parce que j'ai vu passer sur Facebook. Je l'ai sur Facebook. Je le recontacte un petit peu pour savoir où ça en était parce que ça date quand même il y a quelques années. Bon, j'ai jamais entendu parler de la voiture réellement sur le marché, donc j'imagine qu'il y a certains problèmes qui ont été posés ou quoi que ce soit. Il ne voulait pas se faire d'argent là-dessus. Donc lui, il voulait le mettre à disposition. Donc, tout qui voulait développer son truc, il laissait son brevet à disposition, mais en empêchant que quelqu'un ne se l'approprie spécifiquement. C'est-à-dire qu'il le laisse à disposition, on peut l'utiliser, mais ça reste son brevet à lui. Donc, c'est lui qui garde le contrôle finalement sur le brevet. Donc, il peut autoriser l'entreprise, il dit, ben voilà, je veux bien. Voilà, je suis revenu. J'étais parti, mais je suis revenu. Je ne sais pas quand je me suis arrêté, mais enfin, en gros, vous avez compris l'idée. Voilà, il met à disposition, il voulait mettre à disposition gratuitement. Et puis, voilà. Donc, je lui demanderai un petit peu, je vais en profiter de le contacter aujourd'hui, je lui demanderai un petit peu ce qu'il en est de son moteur. Son moteur. Mais donc, voilà, donc ça, c'est un type de brevet. Donc, voilà. Alors, autre exemple, j'ai une connaissance il y a quelques années qui a inventé un petit appareil qui se met sur une roue de vélo et qui fait que le vélo ne peut plus se voiler. Donc, vous savez, dans les vélos avant,
surtout, il y avait des rayons, et les rayons pouvaient se voiler, et la roue, alors, partait tout à fait droite, etc. Je pense que vous avez déjà connu, déjà entendu parler de ça. Donc, c'était un tout petit appareil, j'ai aucune idée comment ça marche, que tu mettais sur la roue, et ça faisait que ça ne se voilait plus jamais. Et donc, il avait inventé ce truc-là. Et donc, il a fait déposer le brevet, donc en déposant de l'argent pour déposer son brevet. Tout content, et il contacte les firmes de vélo et dit, je vais pouvoir revendre mon brevet, je vais me faire de l'or en barre, etc. Personne n'en voulait de son brevet. Pourtant, le brevet est intéressant, ça n'existait pas sur le marché. C'est le seul à proposer ça. Tu dis, tout fabricant de vélo pour avoir envie d'acheter ça. Alors peut-être qu'il était trop gourmand au niveau, je ne sais pas. Mais en tout cas, toujours est-il qu'il se retrouvait à ne savoir rien en faire. Alors lui, évidemment, ne savait pas l'exploiter, il ne fabrique pas de vélo, donc il ne sait rien faire de son truc en tant que tel. Et puis, il devait payer les annuités, et donc ça lui coûtait, finalement, son invention lui coûtait de l'argent, et il ne rentabilisait rien du tout. Alors il a fini après, ça a duré des années, je crois plusieurs années, avant qu'il ne réussisse finalement à vendre son brevet, je crois, à Toshiba, je crois qu'il fait des vélos. C'était à Toshiba. Et donc voilà, et il n'a pas touché une somme du tout astronomique, loin de ce qu'il espérait en tout cas. Donc comme quoi, parfois on peut avoir une bonne idée et ne pas devenir riche, et parfois on peut avoir une idée vraiment à la con et devenir riche. Une des dernières millionnaires en France, hyper rapide comme ça, enfin des dernières, maintenant ça date d'une dizaine d'années, plus que ça même, c'est celle qui avait inventé les petits parasols dans les cocktails. Et par exemple, elle est devenue millionnaire Elle a fait breveter l'idée des parasols dans les cocktails, elle est devenue millionnaire en quelques mois avec ce truc-là. Voilà. Donc, c'est pas l'idée la plus incroyable à avoir eue, mais voilà, elle a bien réussi, elle a eu le coup marketing, je sais pas comment elle a. Ouais, mais en tout cas, elle a bien réussi à vendre son truc, et donc elle a pu arrêter de travailler après avoir inventé les petits parasols dans les cocktails. Pourquoi vous voyez que l'autre, il a inventé un truc technique qui permet aux roues de ne pas se voiler, qui est un truc utile, etc. C'est une limite, il n'a pas perdu de l'argent. Elle invente des petits parasols dans les cocktails, elle est millionnaire. Comme quoi, la vie n'est pas toujours juste non plus. Je ne sais pas si on avait proposé ce projet-là à Madame Renson dans notre projet YEP, si elle aurait été partante aussi. Les petits parasols. Et pourtant, comme quoi. Alors, je parlais avec un gars qui est dans ce secteur-là, qui expliquait qu'actuellement, les inventions, parce qu'on sait, genre, tout le monde rêve d'inventer un truc qui va le rendre millionnaire, forcément. Donc, il y a plein d'inventions comme ça à la con qui n'ont pas rendu les gens millionnaires, et des vraies inventions aussi qui ont rendu des gens millionnaires. Mais il disait qu'actuellement, si vous voulez inventer quelque chose, il faut essayer d'inventer quelque chose au niveau des moyens de communication, principalement pour la pub. Ça, c'est le secteur où il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire. Si tu trouves un nouveau moyen de faire passer de la publicité, de contact, de communiquer avec des gens pour leur faire passer de la pub, etc., tu vas te faire de l'argent. Par exemple, un des trucs qui a été développé récemment, c'est des publicités qui s'adaptent aux personnes qui marchent vers les panneaux publicitaires, notamment dans les centres commerciaux. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. C'est des panneaux où la publicité s'adapte aux personnes qui sont en train de marcher vers ce panneau-là. Donc, si on voit que c'est un groupe de jeunes filles, c'est des pubs qui vont s'adapter aux jeunes filles. Si c'est des personnes âgées, on va avoir des pubs adaptées aux personnes âgées. Si c'est un groupe de mecs, ça va être peut-être une publicité pour des voitures, etc. Donc, en fait, les publicités s'adaptent. Donc, il y a des caméras dedans qui voient les personnes et prend la majorité des personnes, enfin le groupe de personnes le plus important, et il va adapter la publicité à ce groupe de personnes-là. Publicité ciblée, donc qui normalement est plus efficace. Donc ça, voilà. Et ça, ceux qui ont inventé ça, c'est des Français, je crois. C'est des jeunes, je crois que c'est ça. Et en tout cas, apparemment, eux, ils ont déjà voilà, de l'argent. Voilà. Donc, si vous voulez inventer quelque chose, cherchez sur les moyens de faire passer de la publicité. Bon, évidemment, il faut accepter le concept marketing outrance, etc. Mais c'est vraiment ça l'idée actuelle. Il y a notamment tout ce qui est avec le Bluetooth, les publicités ciblées qui arrivent sur votre téléphone en Bluetooth en fonction d'où vous passez, etc. Enfin, voilà, donc il y a plein de choses. Il y a plein d'idées comme ça, notamment avec les smartphones, plein de choses qui sont censées s'adapter aussi petit à petit. Voilà, donc vous allez avoir des publicités ciblées sur votre smartphone et que vous accepterez parce que ça vous donnera droit à certaines choses, etc. On va vers ce genre de mécanisme-là aussi. Donc voilà. Il faut que ce soit vraiment nouveau ou innovant, ça suffit. Parce que je pensais avec les petits parasols, là, il y a des pailles maintenant enfin, je sais même pas quelle matière, en alu ou quoi. Avant, c'était des pailles en plastique, mais on peut breveter, c'est la même chose, sauf que c'est pas la même matière, quoi. Si c'est différent, donc il y a un brevet qui peut protéger. Si ça n'existait pas avant, c'est nouveau. Donc effectivement, il y a une possibilité. Oui, ok. Maintenant, comme je vous dis, on ne peut pas breveter deux silex qui se tapent l'un contre l'autre, ça fait du feu. Si c'est plus possible. Ah oui. Ouais.
Maintenant, le brevet n'est qu'une durée temporaire. Donc, normalement, 20 ans, sauf pour les médicaments, ça peut être 25 ans. Donc, ce n'est que 20 ans à brevet. Et donc, 20 ans, c'est vite passé finalement. Hein. Donc, il faut rentabiliser un maximum pendant 20 ans. Maintenant, on va reprendre l'exemple des médicaments. Tout le monde connaît le Nurofen, Dafalgan, Motilium. Ces médicaments-là ne sont plus sous brevet depuis longtemps. Hein. Leur brevet est terminé, leurs 25 ans sont passés depuis longtemps. L'avantage du brevet, c'est aussi que vous êtes pendant tout un temps le seul à exister, et donc dans l'inconscient collectif, vous devenez le produit en tant que tel. Et donc, combien de gens ne vont pas à la pharmacie en demandant « je voudrais bien du Nurofen ». Et ils ne vont pas dire « je voudrais bien de l'ibuprofène », qui est la molécule, ou « je voudrais de Dafalgan », ils ne vont pas dire « je veux du paracétamol ». Donc, voilà, idem, le Xanax, c'est l'alprazolam, mais les gens vont dire le Xanax, par exemple. Le Valium, c'est le diazépam, les gens vont parler de Valium. Donc, toujours le truc. Donc, ils ont cet avantage-là. Alors, je sais bien qu'on a donné comme consigne aux pharmacies de proposer toujours le générique maintenant, etc. Que les médecins doivent proposer le générique, sauf si il y a des raisons, ils doivent pouvoir justifier le fait qu'ils ne proposent pas le générique. Voilà. Maintenant, le générique ne fonctionne pas toujours exactement comme le médicament original. Hein. Ils ont une tolérance d'efficacité, une marge de tolérance d'efficacité autour. C'est pas énorme, mais en fait, il y a une marge de tolérance moyenne, donc il peut y avoir de temps en temps des écarts assez importants, et notamment qui sont dus. Alors, c'est le même principe actif, mais parfois, le mode d'absorption par le corps n'est pas le même. Il n'est pas transmis de la même façon, l'enrobage n'est pas le même ou quoi que ce soit, et donc il peut y avoir des différences d'efficacité. Encore une fois, hein, il y a une marge de tolérance qui n'est pas de 50%, hein, mais voilà, ce n'est pas toujours exactement la même chose, donc on peut justifier parfois auprès de certaines personnes de prendre le principal, mais l'idée, c'est effectivement de pousser vers le générique, qui coûte moins cher à la sécurité sociale aussi. Hein. Donc, mais pour le Nurofen, voilà, moi, j'ai été acheter une boîte de Nurofen, marche très bien pour éviter les gueules de bois. Donc, voilà. Et donc, j'ai acheté une boîte de Nurofen, j'ai demandé une boîte de Nurofen. Elle ne m'a pas proposé de l'ibuprofène. Elle m'a dit les 400 ou les 600. Voilà. Ben voilà. Donc, c'est peut-être pas encore passé tout à fait dans les mœurs ou quoi que ce soit, mais bon, voilà. Donc, mais donc, cette protection est limitée dans le temps, et alors il faut rentabiliser un maximum. Et alors, on a souvent des brevets qui vont être multiples sur un même bien, histoire de protéger un maximum. Alors, pensez à la machine à Nespresso. Vous connaissez tous, vous avez sûrement vu la pub de Georges Clooney et tous ces machins-là à l'époque. Nespresso a fait breveter dans sa machine à peu près tout ce qui était possible et même envisageable de breveter. C'est-à-dire qu'ils ont fait breveter la forme de leur petite dosette, la manière dont la dosette est perforée, la manière dont le lait est injecté, la manière dont toutes les étapes du truc est breveté. Ce qui fait qu'en gros, quand Nescafé a fait sa machine, il était impossible de faire une autre machine à dosette. Donc, il y en a qui ont essayé, hein, plusieurs firmes qui ont essayé, et ils se sont pris directement des actions en cessation, c'est-à-dire qu'on demande à un tribunal d'interdire, de faire cesser une activité qui est de la concurrence déloyale. Dans ce cas-ci, c'est une violation de brevet, c'est de la concurrence déloyale. Et avant même qu'ils puissent mettre sur le marché, en fait, ils apprenaient qu'il y avait une mise sur le marché, ils attaquaient et ils faisaient interdire la mise sur le marché. Alors, pouvait exister évidemment la Dolce Gusto, puisque c'est le même groupe, évidemment, hein, donc tout ce qui est le même groupe, ils peuvent évidemment l'utiliser. Et je pense qu'ici, ils doivent être arrivés plus ou moins à la fin de leur brevet. Je ne sais pas exactement quand ça date, mais je pense qu'on doit être à peu près aux 20 ans. Et donc, on va pouvoir voir apparaître beaucoup plus de machines à dosette aussi comme ça. Alors, il y avait peut-être des trucs premier prix ou des choses comme ça, mais qui étaient faits en accord alors avec Nescafé, qui autorisaient d'une certaine façon ce genre de choses-là. En attendant, ils ont pu évidemment se positionner, ils ont voulu se positionner et garder leur monopole un maximum de temps sur cette machine qu'ils ont inventée. Hein, donc, à la base, ils ont inventé, mais ils ont fait tout breveter. C'est assez impressionnant quand on voit la liste des brevets qu'il y a là-dedans. En gros, c'était vraiment extrêmement complexe de pouvoir envisager quoi que ce soit dans le même concept de base. Vraiment, c'est fait breveter toutes les étapes en tant que telles. Ça, c'est vraiment la notion de brevet. Alors, le brevet n'est pas tout seul dans la protection de la propriété intellectuelle, même si c'est le gros morceau. Il y a aussi la marque. Donc, la marque Coca-Cola, Nike, voilà, ça, c'est des marques en tant que telles. Alors, dans la marque, on a aussi les logos. Hein. Le logo intervient aussi
la forme d'un produit, le conditionnement, etc. Donc tout ça, c'est aussi dans la marque. Là, Nike est aussi la virgule. Là, voilà. Donc, Orangina, ben, il y a la forme de la bouteille. Vous avez déjà vu la bouteille un petit peu grameleuse, etc. La bouteille de Coca, avant, les bouteilles en verre, bon, on ne le voit plus trop maintenant, les bouteilles en verre qui avaient la forme du corps d'une femme. C'était ça, en tout cas, l'idée de la bouteille en verre à l'origine, hein, si vous saviez. Une bouteille de Coca. Voilà, c'est censé rappeler les courbes du corps d'une femme. C'est ça. Vraiment bien fait, très réaliste. Bah, écoute, ça a eu son succès, en tout cas, ça a bien marché. Et alors tout ça, évidemment, est protégé. Hein, donc, vous ne pouvez pas faire une bouteille de cette forme-là. Vous ne pouvez pas faire un produit et l'appeler Coca-Cola. Alors, c'est un droit qui n'est pas limité dans le temps. Donc mais par contre, il faut le renouveler tous les 10 ans. Donc, il y a un renouvellement de la marque tous les 10 ans. Il y a eu un gros truc. Alors, je ne sais plus quelle firme c'était, mais c'est une toute grosse firme. Ce n'était pas Coca-Cola, mais c'était le Steel aux États-Unis qui a oublié de renouveler sa marque. Et évidemment, il y a eu, alors je crois que c'était des Brésiliens ou des Russes, je sais plus quoi, qui immédiatement ont vu ça, donc ont déposé la marque de la firme. On va dire Coca-Cola, mais c'est pas eux, hein, on va dire Coca-Cola. Et donc Coca-Cola a été obligé de racheter la marque à ce moment-là. Voilà, donc il a vu le truc, mais il paraît qu'il y a des groupes, notamment de Russes, qui sont à l'affût de tous les trucs qui tombent dans le domaine public comme ça, des oublis de renouvellement. Ils achètent immédiatement, ils déposent immédiatement, et puis ils revendent. Et voilà, celui qui tombe sur. Là, je ne sais plus quel. C'était Coca-Cola, ils ont dû vendre ça des dizaines de millions d'euros. Donc voilà, fini carrière. Hop, t'es tombé sur le bon moment pour redéposer la marque Coca-Cola. Hop, et voilà comment devenir multimillionnaire en 1 minute de boulot. Voilà, tu déposes le truc et puis tu le revends. Donc, et alors, il y a eu un truc assez comique qui a été fait. C'était. Un groupe enfin, comique, une église évangélique aux États-Unis, donc qui avait leur nom était déposé sur Internet, c'était un site Internet au nom de l'église, et ils avaient eu des propos anti-homosexuels ou je sais plus quoi, etc. Et à un moment, ils ont oublié de redéposer, de renouveler leur truc. Et donc, du coup, un collectif a déposé la marque et sous l'appellation, puisqu'ils l'ont gardé, ils l'ont pas revendu à l'église, sous l'appellation de l'église qui était, je sais pas, église, etc. Et ils ont mis un site porno gay, hyper hardcore, etc. Donc, en vengeance envers l'église qui avait eu des paroles, des discours totalement haineux, je crois que c'était envers les homosexuels. Donc voilà, donc ça c'était pas dans un but de s'enrichir, c'était dans un but punitif, mais bon voilà, donc c'est des choses qui arrivent assez fréquemment. Alors il y avait des gens qui déposaient notamment des sites internet au nom de tous les jeunes joueurs brésiliens de 10 ans qui trouvaient, ils déposaient leur site internet en se disant que s'il y en a un qui devient un jour célèbre, et bien hop, comme ça, au moins on a déjà le site internet, on lui revendra à ce moment-là, on deviendra multimillionnaire. Et il y a un tribunal brésilien qui vient d'interdire ça. On ne peut pas déposer site internet avec le nom et prénom de quelqu'un si ce n'est pas son nom et prénom à soi. On ne peut pas déposer pour voler finalement l'identité de personnes pour revendre potentiellement après. Ça devenait vraiment un marché où en gros, toutes les combinaisons de Cristiano Ronaldo, par exemple, pas brésilien en plus, bon ça il est portugais, mais je veux dire, toutes les combinaisons, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Cristiano, Cristiano point Ronaldo, Cristiano underscore Ronaldo, tout était déposé quand le gosse avait 10 ans ou 12 ans et quand il devenait célèbre à 17 ans, ben, il savait toutes les versions de son nom étaient déposées, donc il devait payer s'il voulait récupérer son nom sur Internet, ce qui était quand même un petit peu anormal. Donc voilà, donc la marque, il faut y penser. Donc le gars, alors, je ne sais pas si c'est Coca-Cola, mais le gars qui était chargé de renouveler la marque et qui a oublié de le faire, à mon avis, il a dû prendre un de ses sermons, il a dû être viré, etc., parce que c'était quand même la grosse bourde. Donc, il ne faut pas oublier. Maintenant, attention que pour pouvoir déposer une marque, donc, il faut qu'elle soit distinctive des autres marques, qu'elle soit licite et donc légale, hein, et disponible. Mais il peut exister, par exemple, deux marques. Ferrari, par exemple. J'ai entendu parler de Ferrari. Vous pensez immédiatement aux voitures. Et ben, en fait, Ferrari, c'est les voitures. Mais il y a aussi un autre groupe, Ferrari, qui existe et qui fait du granulat, c'est dans la construction, etc. Alors moi, je pensais au début que c'était le même groupe qui était diversifié. En fait, il n'y a aucun lien entre les deux. En fait. Mais ils ont pu être déposés parce que comme ils sont dans des secteurs totalement différents, ils ont eu le droit de déposer les...
mon chat qui a des phases, mais ils ont eu le droit de déposer. Oui. Voilà, ils ont le droit de déposer la marque aussi. Mais donc voilà, donc c'est une question de secteur d'activité aussi. Hein. Donc on peut avoir parfois des trucs avec le même nom, s'ils sont des secteurs d'activité complètement différents, ça passe. Par contre, il y a parfois des choses. Le coiffeur où je vais, il avait voulu prendre une appellation, changer de nom, et il a eu une action en cessation d'un coiffeur de Bruxelles, qui portait déjà ce nom-là. Donc il n'a pas pu, il a dû changer d'appellation immédiatement. Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une concurrence de coiffeurs entre Bruxelles et Liège, mais bon, apparemment, on estimait que c'était suffisant pour lui interdire de le faire. Maintenant, on voit par exemple avec les restaurants chinois, il y en a dans toutes les villes, il y en a un qui s'appelle la Chine, il y en a un qui s'appelle la Grande Muraille, le Dragon, enfin voilà, je pense que c'est à peu près dans toutes les villes, donc c'est des marques hein, à chaque fois. Donc, mais je pense qu'il n'y a pas de... Ils ne se font pas de procès entre eux ou quoi que ce soit. Pourtant, on pourrait dire ce sont des villes qui sont à quelques kilomètres l'une de l'autre, ça pourrait poser des problèmes quand même de confusion. Donc voilà, donc la marque, le symbole aussi, hein, donc je veux dire le sigle Nike. Je dis Nike, par exemple, il est plus connu quasiment par son sigle que par la marque Nike finalement. Donc je crois que c'est la marque qui a obtenu le sommet finalement au niveau marque, c'est-à-dire peut-être avec Apple, les deux seules marques au monde qui peuvent s'abstenir de mettre la marque. On sait d'ailleurs, de temps en temps, Nike faisait des pubs sans mettre Nike en fait. Ils mettaient juste le Just Do It, leur slogan et la virgule. C'est tout ce qu'ils mettaient. Ils ne mettaient plus Nike dans les pubs parce que c'était. Ça, c'est vraiment le sommet de la réussite marketing, on peut dire. Donc, je crois qu'Apple aussi pourrait se le permettre avec la pomme à moitié croquée là. Donc, Lacoste aussi, hein, je pense, ils font des pubs où ils ne mettent pas le nom de la marque, mais juste avec le crocodile, tout le monde sait que c'est cette marque-là. Ouais, je suis pas sûr que. Maintenant, je pense pas que c'est aussi connu que Nike, mais je pense que c'est le même but, non? Oui, ben oui, c'est un sommet, c'est la quintessence de la notoriété. Mais je ne sais pas si Lacoste peut se le permettre ou s'il n'y a pas des gens qui risquent de passer à côté sans savoir qui c'est. Mais je ne sais pas si comme tout le monde connaît Lacoste. C'est quand même un truc français, donc je ne suis pas sûr que ce soit super connu hors de l'excellence de la française. Mais vous savez que Lacoste, c'est le nom d'un joueur de tennis. Hein. C'est d'ailleurs du matériel de tennis à la base, Lacoste, et c'est un joueur de tennis qui a fait le Grand Chelem dans les années 20 ou 30, un truc comme ça. Et du coup, il n'a pas déposé son nom en brevet? Mais je ne sais pas. Parce que c'est sa famille, en fait. Hein. Je pense que c'est sa famille qui... La marque Lacoste, c'est sa famille, je pense, hein, que ça vient de là. Donc, il a fait une belle après-carrière, je suppose. Qu'est-ce que tu as Mais les sigles voitures, c'est aussi hyper connu, en fait. Ils n'ont pas besoin de mettre la marque, forcément, avec le sigle, quoi. Non? Oui, je ne sais pas. Je pense que BM peut se permettre d'avoir juste le style. Il y en a beaucoup, il y a même Chanel Audi, et tout ça, ça se voit. Enfin, c'est pas des voitures, mais les marques de luxe. Chanel, moi, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Hein. Mais si, c'est les deux C comme ça, enfin, c'est connu. Enfin, moi la mode de luxe, c'est pas vraiment mon univers, donc... Ah si, moi, tout à fait. Je pas bien, c'est pas dit que tu es en Chanel, là, mais... Mais non, je ne connaissais pas le logo Chanel. Donc voilà. Comme quoi, pas encore assez de notoriété. Peut-être que ma prochaine compagne portera du Chanel et donc je connaîtrai, mais c'est vrai que sinon, personnellement, ça existe pour hommes le Chanel ou c'est que femmes? Non, je pense qu'il y a pour hommes aussi. Robin, toi, je pense que tu dois porter du Chanel, non? Non. Tous les jours, ouais. Ouais, c'est ce qu'elle me disait aussi. Donc, ben non, ben voilà. Enfin, voilà, j'aurais appris quelque chose. Donc, c'est 2C. Voilà. Voilà, le dessin modèle, ça je ne vais pas m'attarder dessus, c'est un peu plus particulier. Et alors, terminer sur le droit d'auteur. Donc, le droit d'auteur, c'est une protection donc, qui n'a pas ici d'application industrielle. Donc, on parle vraiment de... En fait, le droit d'auteur, c'est
le fait d'avoir créé une œuvre. Alors, attention, une œuvre, ça ne doit pas être beau. Hein. Pas une question de beauté. Une œuvre, c'est quelque chose qui traduit la personnalité de son auteur. C'est la définition d'une œuvre. Donc, quand vous ennuyez en classe, quand on fait du présentiel, que vous faites un kraboucha, c'est pas toi, Laura, qui écrit tout le temps. Non, c'est pas toi. C'est Robin qui dessine partout. J'ai une étudiante fille dans une classe qui écrit tout le temps des symboles. Voilà, tout ça, ce sont des œuvres. Alors, je n'ai pas dit que ça pouvait se vendre, attention, on ne va pas se leurrer, mais il y a un droit d'auteur dessus parce que le droit d'auteur apparaît automatiquement dès que l'œuvre est créée, à partir du moment où elle est matérialisée. C'est-à-dire, vous avez une mélodie en tête qui vous vient en tête, vous la chantonnez, ce n'est pas une œuvre, parce c'est une œuvre, mais elle n'est pas matérialisée, il n'y a pas de droit d'auteur. Par contre, vous l'écrivez sur le mur des toilettes, une chanson, vous voyez, de très haut niveau, etc. Vous écrivez ça sur le mur des WC, c'est une œuvre matérialisée, vous avez un droit d'auteur sur ce que vous avez écrit sur le mur des WC. Donc, à partir du moment où ça traduit la personnalité, et on est très large au niveau du fait qu'on décèle la personnalité, c'est une œuvre et elle est protégée automatiquement par le simple fait qu'elle est matérialisée. Il n'y a pas besoin de faire un dépôt d'une œuvre pour qu'elle soit protégée. Elle est protégée à partir du moment où elle est matérialisée. Donc, et tous les graffitis sur l'autoroute et des choses comme ça, c'est protégé alors? C'est considéré comme une œuvre? Il y a droit d'auteur dessus, oui. Oui, je pense que dans le graffiti, on peut clairement dire qu'il y a une part de l'auteur qui est mise dedans. Ça, par exemple, pour vous donner une idée, les codes informatiques, par exemple, sont considérés comme des œuvres aussi à ce niveau-là. Il y a une protection de droit d'auteur sur les codes informatiques. Donc, n'importe quel dessin ou une photo, parce que le photo, même si c'est une photo de paysage, le paysage, vous n'avez rien créé en tant que tel, la photo, c'est une œuvre, puisqu'il y a une part de personnalité de l'auteur, notamment dans le choix de l'angle, de l'éclairage, des trucs comme ça, etc. Donc, il y a c'est la première manifestation qui constitue la preuve du droit d'auteur, je suppose. Alors, la contestation qu'il peut y avoir, c'est une question de si deux personnes veulent utiliser la même image, par exemple, quoi que ce soit, ce serait une question d'antériorité, c'est-à-dire le premier qui l'a fait, c'est lui qui bénéficie des droits d'auteur et il pourra empêcher le deuxième de l'utiliser complètement, puisque c'est une répétition ou quoi que ce soit. Donc, le droit d'auteur va au premier. Et donc, l'intérêt de déposer une œuvre, c'est pouvoir donner une date certaine à l'œuvre, et donc pouvoir prouver qu'à cette époque-là, on l'avait déjà fait. Vous écrivez un bouquin chez vous, vous le laissez dans votre table de nuit, vous êtes en couple avec quelqu'un qui, à un moment, décide ça se termine mal. Elle avait pris des photos de tout votre bouquin, elle retape tout, elle va chez un éditeur, elle le fait publier, vous reconnaissez votre bouquin, elle dit c'est moi qui l'ai fait, vous sortez votre truc de votre table de nuit, vous n'aurez aucune preuve que c'était antérieur. Donc vous perdrez. Et donc, non seulement l'autre pourra utiliser, mais en plus, vous ne pourrez plus utiliser votre c'est encore pire dans ce cas-là. Donc, ça peut valoir la peine de déposer une œuvre. Alors, ça ne coûte pas cher. Hein. Donc, ça se fait, on peut déposer les œuvres informatiquement parlant. Donc, c'est sur le site BOIP, encore une fois, si je ne me trompe pas. Ça s'appelle un e-dépôt, donc E-dépôt. Oui, c'est avec un E. C'est assez facile à faire, ça prend quelques minutes, ça coûte pas cher. Il y a même des abonnements. Si vous comptez déposer des trucs régulièrement, vous pouvez prendre des abonnements pour 10 dépôts d'œuvres, quoi que ce soit. Mais c'est vraiment pas cher. Hein. C'est style 20 € ou 15 € ou des trucs comme ça. C'est vraiment pas cher. Et alors, ça ne vous donne aucun droit particulier dessus. Ça veut simplement dire que cette œuvre-là, ce dessin-là, par exemple, vous l'aviez créé à telle date. Et donc, ça vous permettra de prouver si quelqu'un d'autre veut l'utiliser en moi, que moi, je sais prouver qu'à telle date, je l'avais déjà créé, parce que vous pouvez prouver que vous l'aviez déjà fait avant. Sinon, alors, c'est moi qui ai le droit d'auteur, donc je peux vous interdire d'utiliser cette image-là, ou quoi que ce soit. Par contre, je voulais dire, ça ne garantit pas qu'il n'y a pas déjà quelqu'un qui l'a déposé avant vous. Il n'y a pas de recherche ou quoi que ce soit. C'est juste vous déposez et voilà, ça vaut ce que ça vaut. Vous pouvez aussi déposer, vous donner une date certaine plutôt que l'e-dépôt. Vous pouvez aller dans un bureau d'enregistrement. Il y en a à Sera, d'ailleurs. Je ne sais pas où il est, mais il y en a un. Ou un bureau d'enregistrement, c'est là qu'il faut faire enregistrer les baux. Parce que vous savez que le bail doit être enregistré maintenant. Et que s'il n'est pas enregistré, vous envoyez une lettre recommandée à votre propriétaire pour qu'il le fasse. Et à défaut qu'il le fasse dans ce cas-là, vous pouvez partir quand vous voulez sans indemnité.
Bon, ça va. Mais qu'est-ce que je disais moi? Oui, donc en bureau d'enregistrement, vous pouvez déposer, mais en bureau d'enregistrement, vous pouvez déposer que du texte. C'est tout. Donc c'est autre chose que du texte, vous ne pouvez pas aller en bureau d'enregistrement. Et vous pouvez aussi aller chez un notaire, lui donner une enveloppe et lui demander de le garder. Donc, une enveloppe dans laquelle vous avez mis une clé USB, un DVD gravé, enfin peu importe. Vous pouvez donc donner ça à un notaire, évidemment, et qui va le conserver dans son coffre-fort, et qui pourra prouver qu'à telle date vous lui avez donné, il mettra dessus, il est assermenté. Ouais. Mais bon, le plus simple actuellement, dès que c'est en tout cas numérique, c'est de le déposer via un e-dépôt, ça ne coûte pas grand-chose, c'est vite fait, faites ça de votre PC en 5 minutes, c'est vraiment en 5 minutes. Hein, donc, et c'est notamment important pour les graphistes ou des choses comme ça, etc., qui craignent de se faire voler une image qu'ils ont, quoi que ce soit. Alors, le droit d'auteur, c'est un droit qui dure longtemps, puisqu'il dure jusqu'à 70 ans après votre mort. Le droit d'auteur sur une œuvre. C'est pour ça qu'en 2015, vous avez peut-être entendu parler, on a pu rééditer Mein Kampf, qui est l'œuvre d'Hitler. On a pu la rééditer en 2015, puisqu'il est mort en 1945. Et donc, en 2015, il y avait 70 ans qu'il était mort, donc c'était une œuvre libre de droit, et donc elle a été rééditée, d'ailleurs, à partir de 2015. Par contre, Edith Piaf, par exemple, vous ne pouvez toujours pas chanter ses chansons sans verser le droit d'auteur, parce que ça ne fait pas encore assez longtemps qu'elle est morte. Claude François, tout le monde se réjouit de l'époque où on pourra chanter du Claude François sans devoir verser le droit d'auteur. Eh bien, il est mort, je pense, Claude François, c'est dans les fin des années 70, hein, je pense. Donc, il faut attendre jusque dans les années 2040, presque 2050 pour pouvoir... donc, c'est long, hein, les droits d'auteur. 70 ans après la mort de l'auteur. Et s'il y a plusieurs auteurs, c'est 70 ans après la mort du dernier des auteurs. Donc, par exemple, pour Astérix, c'est Uderzo et Goscinny. Uderzo, il y en a deux. C'est Uderzo, je crois, qui est mort depuis très longtemps maintenant. Je crois que ça fait 25 ans ou 30 ans qu'il est mort. Et Goscinny n'est même pas encore mort, je pense. J'ai des fans de BD qui me corrigeront, mais je crois qu'il est, en tout cas, s'il est mort il n'y a pas très longtemps. Et donc, ça veut dire que les droits d'auteur sur Astérix sont encore pour au moins 70 ans. Imaginez, avant que ça me tombe, ce soit livre de droit, il y a du délai. Donc. Notamment Tata, par exemple, c'est la société Moulin-Sarr qui gère les droits d'auteur de Tata, et une des sociétés les plus hystériques au niveau des droits d'auteur. Elle a déjà fait interdire une soirée scout parce qu'ils avaient mis au logo de Tata, etc. Enfin voilà, ils sont hystériques complètement sur tout usage de Tata. Voilà, ils surveillent totalement tout et ils ne donnent quasiment jamais le droit d'utiliser l'image de Tata. Alors qu'est-ce qu'on a quand on a... Est-ce que vous voulez que je fasse une pause ou je fais d'une traite et d'ici une demi-heure, 40 minutes, j'ai fini? Continue. De toute façon, il y en a un moitié. Continue. Voilà. C'est qui vient de parler, là? C'est Raluca. Ah, t'es là, toi? Par contre, pour les droits d'auteur, c'est un pourcentage fixe ou c'est, enfin, la personne met, enfin, le prix qu'elle veut, si tu veux utiliser. C'est totalement libre, en fait, au niveau des droits d'auteur. Il n'y a aucune contrainte à ce niveau-là, puisque, en fait, le droit d'auteur, c'est plein de choses, le droit d'auteur. C'est le droit de décider de divulguer l'œuvre ou pas. Décider quand on le divulgue ou on ne le divulgue pas. C'est le droit de faire la divulgation, de distribuer, finalement, de manière générale. Donc, le droit de distribuer et donc de récolter l'argent de la distribution. Hein, c'est le droit d'accepter ou pas qu'on modifie votre œuvre. C'est le droit de décider de dire que vous en êtes l'auteur ou pas. Vous pouvez faire une œuvre anonyme, etc. Donc, pas dire que vous en êtes l'auteur, ça peut être pas sous un pseudonyme. C'est le droit de reproduire l'œuvre aussi. Faire une reproduction d'une œuvre, notamment des photocopies ou quoi que ce soit, ça fait partie du droit d'auteur, etc. Et en fait, tous ces droits-là appartiennent à l'auteur. Alors, il peut en céder, souvent, par exemple, au niveau musical, ils vont céder ça, une grosse partie des droits, ils vont les céder à des labels hein, qui vont s'occuper de distribuer l'œuvre, etc. Parce que individuellement, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Maintenant, avec Internet, il y a un peu plus moyen, enfin, c'est quand même beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre seul à ce niveau-là.
Mais voilà, à part 2-3 droits, on peut tous aider à des entreprises comme ça. Donc, ce qu'on fait. Souvent, qui profitent quand c'est le premier album. Johnny, par exemple, qui était en procès jusqu'à sa mort avec les studios Universal parce qu'il estimait qu'il s'était un peu fait avoir au niveau du contrat qu'il avait signé avec le label au début. Et après, à partir de là, en fait, quand n'importe quelle personne veut utiliser une œuvre protégée par du droit d'auteur, quelle que soit l'utilisation qu'elle veut en faire, le reproduire, le diffuser, le copier, le diffuser dans l'entourage, distribuer, modifier, adapter ou quoi que ce soit, il faudra qu'elle demande l'autorisation à l'auteur et l'auteur peut refuser ou il peut accepter bénévolement ou il peut accepter moyennant une rémunération qui fixe au prix qu'il veut. Hein, donc, il n'y a pas de... Maintenant, au niveau musical, par exemple, la plupart des auteurs cèdent leurs droits, passent par l'intermédiaire de la SABAM pour récolter leurs droits finalement. Donc en fait, la SABAM récolte les droits et redistribue aux auteurs en fonction de clés, de critères, etc. Donc maintenant, on n'est pas obligé de passer par la SABAM, tu peux gérer tes droits de toi-même, mais bon, c'est compliqué. Donc, ça veut dire surveiller toutes les diffusions qu'il peut y avoir partout pour savoir si on n'a pas diffusé ton œuvre. Ça, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Donc, alors, vous donner une idée, quand vous achetez un bouquin, par exemple, je sais que ça se fait plus trop de nos jours, hein, mais vous savez, c'est le truc avec des feuilles de papier, en fait, et qu'on lit. Hein. Il y a des numéros en bas avec la page, on permet de savoir où on est dans les pages et tout. Et c'est super bien fait comme concept. Et alors, quand vous achetez un bouquin, en fait, vous savez que vous n'avez pas le droit de le prêter à quelqu'un d'autre parce que c'est protégé. Vous achetez le droit de le lire, en fait. Vous achetez un bouquin, vous achetez le droit de le lire. Mais prêter, c'est un droit d'auteur. C'est une autre caractéristique du droit d'auteur que vous n'acquérez pas quand vous achetez un bouquin. Vous n'avez pas le droit de le prêter. Vous n'avez pas le droit de le lire à haute voix dans la rue. Je sais que ce soit un peu bizarre, hein, mais bon, dans l'absolu, vous n'avez pas le droit de le lire à haute voix dans la rue. Quand vous achetez un DVD, vous n'avez pas le droit, d'ailleurs il est mis d'ailleurs dans le truc au début, vous n'avez pas le droit de le diffuser en dehors du cercle familial restreint. Du coup, je peux pas lire une histoire à mon petit garçon, alors si je suis... Le cercle familial restreint, on peut quand même. Hein. Quand vous écoutez de la musique que vous avez achetée, parce que si vous la téléchargez illégalement, évidemment, la question ne se pose pas, mais si vous l'avez achetée, vous n'avez pas le droit de la diffuser trop fort, sans verser de droit d'auteur, parce que vous ne respectez pas les droits d'auteur. Donc, si vous faites une petite fiesta avec vous, ça doit être des amis proches, en fait. Si ce sont des vacances, vous faites une soirée, vous mettez sur Facebook, ouais, Open Barbecue, il fait super beau, en février, Open Barbecue. Bon, avec le Covid, ce ne serait pas super bien vu actuellement, mais enfin, imaginons que dans un futur, dans le passé, là, quand on pouvait faire des soirées et tout, Open Barbecue à la maison, plein de gens que vous ne connaissez pas qui arrivent, et ben, vous êtes en infraction, et d'ailleurs, la SABAM pourrait débarquer et faire arrêter la soirée. Ils l'ont déjà fait d'ailleurs, et notamment, il y a des inspecteurs de la SABAM qui sont au taquet sur Facebook et qui fouillent Facebook, entre guillemets, à la recherche des soirées, etc., qui pourraient être organisées et qui n'auront pas payé de droit à la SABAM pour la musique qu'ils vont diffuser à des personnes qui ne font pas partie du cercle restreint. Ce n'est pas que familial, c'est les amis proches aussi, mais voilà, il faut vraiment que c'est les amis proches. Voilà. Je vais prendre les présences en tant que j'y pense, en fait, parce que je vois qu'il y a eu quelques arrivées et que de certains que je n'étais pas au courant qui étaient arrivés, notamment Raluca qui apparemment est là. Je vais juste regarder s'il y a encore que j'ai oublié. Depuis le début, monsieur. Ouais. D'habitude, on t'entend tout le temps, donc c'est là que je suis un peu surpris, en fait. Aujourd'hui, je suis un peu calme, ça change. Voilà, quasiment tout le monde est là, en fait, à part Alexis et Thomas, tout le monde est là. C'est bien, c'est beau. Voilà. Du coup, ça a changé l'ordre des petites photos sur mon téléphone. Je ne vois plus dans le même ordre. Ça me perturbait, ça. Laura qui est passée au haut à droite, Robin qui est passé d'en bas à gauche au milieu. Autre chose au niveau du droit d'auteur, j'en profite. Est-ce que, bon, je sais que personne ne fait ça, évidemment, mais le téléchargement illégal. Donc, personne ne télécharge illégalement. Donc, personne ne connaît Ictoren, qui est le remplaçant de Torrent 411. Mais pas du tout. Du tout, quoi. Pardon?
Pas du tout, ben non. Pas du tout, non, du tout. Et donc, il faut savoir quand même qu'en Belgique, le téléchargement illégal n'est pas illégal. Alors, c'est un peu particulier ce que je dis. Alors, pas dire qu'il est légal non plus, mais en Belgique, il n'y a jamais eu personne qui a été condamné pour téléchargement illégal. Attention, je parle bien de téléchargement illégal à usage privé. Téléchargement illégal à usage, par exemple, de reproduction et de distribution, comme ça se faisait avant, maintenant ça se fait moins, mais des gens qui téléchargeaient en masse, puis qui gravaient des DVD, puis qui les revendaient. Vous avez peut-être connu des gens à l'époque qui faisaient ce genre de choses-là, des gens qui étaient dans la délinquance grave. Moi, j'ai connu un ami qui faisait ça. Chez lui, il y avait des murs remplis de DVD, etc. Ben, tous les murs de la pièce de son bureau, c'était que des trucs de DVD. Il vendait. Il s'est fait choper. Et lui, il a payé très très cher, confisqué tout son matos, etc. Il avait douillé par rapport à ça. Donc là, effectivement, oui. Mais par contre, de simple téléchargement à usage personnel, il n'y a jamais eu personne condamné en Belgique. Par contre, donc alors pas dire que c'est légal pour autant, mais on ne peut pas dire que c'est fondamentalement illégal puisqu'il n'y a pas eu de décision en tant que telle. Par contre, pour tout ce qui est mise à disposition d'autrui, c'est-à-dire l'autre partie, c'est-à-dire de l'upload illégal, vous uploadez quelque chose, vous distribuez finalement quelque chose sur lequel vous avez peut-être les droits d'auteur, vous avez acheté un DVD, vous le mettez à disposition en torrent par exemple, là ça pose problème. Or, le fait est que quand vous téléchargez en torrent, vous devez mettre à disposition en même temps, parce qu'il y a généralement toujours des ratios à respecter. Et donc, la mise à disposition, elle, est clairement interdite. Il y a déjà eu des personnes qui ont été sanctionnées. Maintenant, encore une fois, on parle de personnes qui mettaient à disposition des téraoctets de données, etc. Donc, un peu ce que faisait Megaupload, finalement. Chez Megaupload, que vous ne connaissez pas évidemment, mais c'est un site de téléchargement illégal. Mais Megaupload, donc, c'était ce qui était reproché, c'est qu'ils mettaient à disposition des œuvres protégées. Même si eux avaient les droits peut-être sur l'œuvre, mais ils mettaient à disposition des œuvres protégées. Donc, voilà. Ça, c'était mise à disposition. Donc, ça, c'est pas permis. Alors, il faut savoir que de toute façon, quand vous téléchargez quelque chose, même légalement, vous faites de la copie. En fait. Alors, la copie est aussi un droit réservé de droit d'auteur, puisqu'il y a toujours un fichier temporaire qui est créé sur l'ordinateur dans le cas du téléchargement. Donc, il y a une exception, évidemment, pour ce chose-là. Il y a quelques exceptions au niveau du droit d'auteur. Par exemple, quand on utilise des œuvres protégées dans le cadre scolaire, on a le droit. Des extraits d'œuvres pour analyser un auteur en cours de français, par exemple, pour pouvoir montrer l'auteur. Donc, on a le droit d'utiliser les œuvres protégées, mais attention, contrairement à ce que certains collègues pensent, on n'a pas le droit de photocopier un bouquin entier et de le donner aux étudiants. Ça, on n'a pas le droit du tout. J'ai une collègue, j'ai repris son cours et j'ai dit, tiens, je vais me passer ton cours parce que je connais une matière que je ne connaissais pas. Elle m'a donné le truc, c'était les photocopies d'un bouquin. Mais quand je dis photocopies, on voyait les bords de page, etc. Et donc, tout son syllabus, c'était que les photocopies d'un bouquin qu'elle distribue aux étudiants. Ça, c'est clairement une violation du droit d'auteur. Même dans le cadre scolaire, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, on peut des extraits pour illustrer une œuvre ou quoi que ce soit. On ne peut évidemment pas distribuer ça. Sinon, forcément, l'auteur, il n'a jamais de rémunération. Donc, ça... Et si c'est juste remis en forme, que c'est la même chose, mais une autre forme? Disons que voilà, ça dépend si tu te réappropries les choses ou pas. Et au minimum, tu le cites, idéalement. Mais voilà, maintenant, il y a des choses qui sont libres de droit. Certaines choses qui sont libres de droit. Par exemple, tous les textes juridiques, on a le droit. Il n'y a pas de droit d'auteur sur les textes de loi. Donc, il faut le fournir sans violation du droit d'auteur. Il faudrait que je vérifie tous les trucs pratiques du SPF économie, notamment qui ont leurs fiches techniques, leurs fiches, etc. Il y a peut-être un droit d'auteur, mais je pense qu'il faut juste citer. Je pense que ça se limite à ça. Non, voilà, on s'inspire toujours, on ne crée pas, généralement, on ne crée pas la matière, on ne l'invente pas la matière. Donc forcément, il y a de l'inspiration de quelque part ou de l'autre. En tant que prof, on ne sait pas inventer les choses non plus. Mais voilà, au moins citer la personne généralement qui ça vient. Moi, je dis, parce que je m'inspire aussi de trucs, donc mes citations, elles sont faites dans le contrat étudiant que je ne vous ai évidemment pas donné, et donc forcément, il n'y a pas mes sources. Mais elles sont dans le contrat étudiant, j'ai la liste des différentes sources que j'utilise. De toute façon, si le prof ne cite pas ses sources, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on ne va pas aller se plaindre, quoi.
pas vous, mais par contre, la personne dont Oui. j'utilise le produit pourrait se plaindre, estimer qu'il y a une violation des droits d'auteur, demander des dommages et intérêts s'il estime que. Voilà, maintenant, je pense dans le cas de ma collègue qui avait donc ses photocopies du bouquin, là, etc. Là, je pense que l'auteur du bouquin aurait vu ça, il aurait pu réclamer un dédommagement financier puisque c'est un manque à gagner. Dans un cas comme ça, tu dois dire aux étudiants, alors achetez le bouquin si tu veux le refaire ou le faire acheter par l'école ou quoi que ce soit, mais tu peux pas faire la photocopie du bouquin texto en intégralité comme ça. Enfin, Donc, si on n'aime pas le prof, on peut balancer, quoi, à l'auteur. Tu peux aller balancer à l'éditeur Ouais, ou à l'auteur du bouquin, effectivement. Tu peux penser à quelque chose de particulier. Je pense à quelque chose de particulier, oui. Je vois bien. Marie. À moins, évidemment, qu'il n'ait obtenu l'autorisation de le faire, hein, mais donc, on peut aussi utiliser des œuvres protégées dans le cadre, quand c'est pour les personnes handicapées. Qu'est-ce qu'il y a encore comme exception au droit d'auteur? Donc, le fichier temporaire. Oui, les bibliothèques ont le droit aussi, mais elles payent une licence, mais elles ont le droit de prêter et de. Parce que normalement, elles payent une licence pour le prêt et pour les photocopies, puisque ce sont 2 droits d'auteur, hein, ça, distribuer et prêter et reproduire. Et alors, oui, une petite anecdote aussi. Il y avait un gars qui avait écrit un bouquin assez confidentiel, je crois qu'il avait vendu 50 exemplaires. Enfin, voilà. Et un autre gars qui le déteste avait acheté son bouquin, l'avait scanné entièrement et l'avait mis à disposition sur sa page en disant regardez, c'est de la merde son bouquin, c'est vraiment de la merde. Enfin, il avait démoli le bouquin, mais en mettant le bouquin à disposition sur sa page. Déjà, le concept est un peu particulier, parce qu'il fait quand même d'une certaine façon de la pub, même s'il descend le truc. Voilà. Et donc, l'autre s'est plaint, évidemment, de violation du droit d'auteur, puisqu'il mettait à disposition le bouquin gratuitement donc, sur sa page. Donc, il voulait l'emmerder, comme ça, il ne le vendrait pas, etc. Donc, il s'est plaint. Et alors, il a gagné, évidemment, l'auteur du bouquin a gagné. Et l'autre a été condamné. Et notamment, il a dû lui verser un dédommagement. Pour chaque personne qui avait téléchargé le bouquin, il a dû payer à l'autre la valeur du bouquin. Et donc, en fait, il s'est retrouvé, alors qu'il détestait ce gars-là et qu'il voulait le faire chier, à lui avoir acheté plein de bouquins. Finalement, c'est comme s'il l'avait acheté. Et je pense que, comme c'était gratuit, il y a plein de gens qui l'ont pris. Et donc, du coup, je pense qu'il a dû payer des milliers et des milliers d'euros à l'autre gars. Et donc, en fait, il a enrichi l'autre gars alors qu'il le détestait et qu'il voulait le faire chier. Donc, voilà, c'était pas nécessairement le meilleur calcul à faire. Plus des dommages et intérêts pour parce que la diffamation, il avait dit des trucs assez dégueulasses, etc. sur le gars. Donc, il avait bien douillé. Voilà. Donc, c'était pas la meilleure technique, on va dire, pour se venger de quelqu'un. Pas très malin en question. Est-ce qu'il y a encore au niveau du droit d'auteur? Est-ce qu'il y a une petite anecdote ou deux? Oui, une célèbre au niveau de. Ça, vous avez sûrement entendu parler. Les Jeux Olympiques de Tokyo, qui devaient avoir lieu l'année dernière, donc qui vont avoir lieu maintenant ici, etc., ont dû changer de logo. Pourquoi? Est-ce que vous le savez? Quelqu'un l'a entendu ou pas, ça? Personne n'a entendu parler de cette histoire-là? De 1 an et demi avant les Jeux ou 2 ans avant les Jeux? Je m'en souviens plus pour quelle marque. Alors, ça concerne la Belgique, en fait. Donc, c'était une partie du logo du théâtre de Liège ou de l'opéra. C'est le théâtre ou l'opéra, je ne sais plus. Alors, est-ce qu'ils l'ont vraiment copié ou est-ce que ça se trouve, c'était fort proche? Voilà, toujours la question aussi, parce que bon. Mais en tout cas, toujours est-il qu'ils n'ont pas pu l'utiliser puisque c'était un truc protégé, d'auteur protégé à ce niveau-là. Ça fait toujours penser à l'histoire aussi de Madonna qui avait été condamnée pour avoir copié une séquence de son d'un obscur artiste Carolo. Elle avait été condamnée par un tribunal belge. Très perplexe sur le fait que Madonna aurait été piquée les 4 notes, parce que c'était une succession de 4 ou 5 notes, c'était vraiment très court. Un mec totalement inconnu dans la musique, je pensais à part sa famille, personne n'avait jamais entendu parler de lui. Ça paraît peu probable, mais bon, un tribunal belge a estimé qu'il y avait suffisamment de similitudes pour considérer que c'était une violation des droits d'auteur. Il faut bien se dire aussi que plus le temps passe, et plus ça peut être compliqué de ne pas violer des droits d'auteur, parce qu'il se peut très bien qu'on ait des mêmes idées, des mêmes choses qui reviennent, notamment au niveau musical, où il y a un nombre de notes fini. C'est-à-dire, il n'y a pas un nombre de... les notes, il y en a une quantité finie de notes,
Et donc, il y a quand même énormément de combinaisons possibles, mais bon, voilà. Il faut se dire aussi que parfois, vous pouvez penser que vous créez quelque chose de neuf, mais en fait, vous êtes influencé par quelque chose que vous avez entendu dans le passé et qui voilà, donc, vous ne vous souvenez pas que vous l'avez entendu, mais voilà, ou quelque chose que vous avez lu, vous ne vous souvenez pas que vous l'avez lu, vous pensez rédiger quelque chose d'original et en fait, vous ne faites que reproduire quelque chose que votre cerveau a enregistré à votre insu, finalement. Donc, c'est un problème qui peut se poser aussi. Gad Elmaleh, il avait été condamné aussi, non, lui? Je ne la connais pas, celle-là. Bah, apparemment, il a tout, enfin, pas tout, mais une bonne grosse partie de ses spectacles viennent d'humoristes, enfin, de comiques américains. Et c'est vrai qu'il y avait des grosses similitudes, quoi. C'était juste traduit, en fait. Ah, c'est possible, ça je ne suis pas au courant, mais possible. Ouais, voilà, et parfois ça peut être douteux parce que c'est sur un petit truc ou l'autre. Maintenant, quand c'est en grosse quantité, là, effectivement, là. Bah oui, mais maintenant, c'est vrai que c'est difficile. Enfin, c'est difficile aussi. Bon, c'est vrai que là, il y en avait plein, donc c'était flagrant. Mais c'est vrai que c'est compliqué de se renouveler tout le temps, enfin, de faire rire les gens sur tout le temps des sujets différents, quoi. On pense l'exemple du Covid, par exemple. Les blagues sur le Covid, elles ont dû tout être faites des dizaines de fois. Et il est probable qu'il y en ait qui ait fait, sans le faire exprès, la même vanne sur le Covid, Bah oui. etc. Donc, forcément, il y a un nombre fini de vannes sur le Covid. Donc voilà, donc il y a certainement qui ont déjà entendu. Donc je suppose qu'il y a une certaine tolérance aussi par rapport à ça aussi. C'est juste quand il y a un enchaînement de répétitions de choses qu'on pourrait effectivement considérer qu'il y a. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu au niveau du droit d'auteur. Je réfléchis sur autre chose que je dois vous dire là-dessus. Mais voilà, à retenir surtout le droit d'auteur, c'est qu'il s'acquiert automatiquement, simplement par le fait de matérialiser une œuvre. Et je rappelle qu'une œuvre, ce n'est pas quelque chose de beau nécessairement, c'est simplement quelque chose qui traduit la personnalité de son auteur. Donc il faut que, voilà, c'est un petit peu personnel, on puisse déceler l'auteur dedans. Alors encore autre chose au niveau de la propriété intellectuelle, c'est un petit peu particulier, c'est le secret et le savoir-faire. Alors en fait, le secret, tout le monde connaît l'exemple le plus connu du secret, c'est Coca-Cola, hein, évidemment. Donc Coca-Cola, personne ne connaît la formule du Coca-Cola. Alors au début, les gens se disent, bon enfin, allez, ça va, on la connaît la formule du Coca-Cola. Je veux dire, avec les analyses chimiques qu'on peut faire maintenant, on peut la trouver sans problème. Eh ben non, parce qu'en fait, on ne sait pas à quel moment il faut rajouter tel ingrédient. On sait déterminer les composants, mais pas à quel moment on a mis les ingrédients, combien de temps on a chauffé à telle température avant de passer à telle autre température, etc. Toute une série de processus. Donc ça mélange le savoir, le secret en tant que tel de la recette et le savoir-faire. C'est un petit peu un mélange des deux. Et donc Coca-Cola a fait le choix de ne pas déposer la formule du Coca-Cola, de la garder secrète, parce que du coup, personne ne pourra jamais le copier dans l'absolu. C'est ça l'idée. Et donc, Coca-Cola, personne ne sait faire du Coca-Cola. S'ils avaient breveté, après 20 ans, la formule tombait dans le domaine public et tout le monde pouvait faire du Coca-Cola. Donc, du coup, c'est parfois mieux de garder le secret. Maintenant, le problème du secret, c'est que si quelqu'un le trouve, votre secret, il peut l'exploiter, vous ne pouvez rien dire. Et à la rigueur, si lui, il le fait breveter, à la rigueur, vous vous retrouvez à ne plus pouvoir utiliser votre formule à vous. C'est côté dangereux. Donc, ce qu'on peut faire pour éviter ça, c'est déposer le secret quand même, un peu en e-dépôt, comme je parlais tout à l'heure, ou chez un notaire, pour prouver en tout cas qu'il existait déjà avant que l'autre ne le brevette. Comme ça, au moins, on pourra prouver que ce n'est pas nouveau. Donc, au moins, il ne pourra pas vous empêcher de l'utiliser. Vous ne pourrez pas l'empêcher, vous, de l'utiliser, puisque vous ne pouvez plus breveter, puisque c'est plus nouveau. Vous ne pourrez plus le breveter. Mais au moins, lui ne pourra pas vous empêcher de l'utiliser. Voilà, au moins vous pourrez continuer à utiliser votre produit. Donc le secret peut se déposer pour lui donner une date certaine. Non, je doute que Coca-Cola l'ait déposé. Alors, pour l'anecdote, il y a un cadre de chez Coca-Cola qui a haut cadre de chez Coca-Cola. Il y a très peu de gens qui ont la formule Coca-Cola. Très haut cadre de chez Coca-Cola aux États-Unis qui a voulu vendre la formule à Pepsi. Alors déjà, Pepsi, ils ont dit qu'ils étaient gentils, mais notre boisson, on trouve qu'elle est très bien aussi. On n'a pas besoin de copier Coca, on trouve que notre Pepsi, il est très bon. Et en plus, donc ils ont dénoncé le gars. Alors il est en tôle, le gars. Aux États-Unis, ça rigole pas. Il avait donc ils n'ont pas accepté la formule. Il y a eu des sommes colossales qui ont été réclamées en violation de clauses de confidentialité. Il se rend compte que vous signez des clauses de confidentialité canon avec Coca-Cola. Personne n'a jamais travaillé chez Coca-Cola à Chaudfontaine. Ils payent pas mal en plus.
Ils payent même plutôt bien. Les gens se battent pour rentrer en intérim chez Coca-Cola. C'est dur de rentrer, d'ailleurs. Sans piston, ça, c'est compliqué de rentrer. Mais c'est pas un super job non plus, quoi. Parce que là où je travaillais avant, le livreur, il était... il travaillait vraiment pour Coca-Cola et c'était vraiment pas une qualité de travail optimale, quoi. Maintenant, oui, il y a le salaire qui va avec, mais... Pour un métier sans qualification, les salaires sont vraiment élevés. On parle de salaire à des chiffres peut-être, il y a pas de maintenant en plus, c'était du style du 1800 net par mois, plus chèque repas, et 1800, 2000 net en commençant, hein, plus chèque repas. Donc c'est quand même 1800, ça date quand même il y a quelques années. Donc, à mon avis, ils sont bien à 2000 net, plus chèque repas, pour un métier sans qualification, hein, aucune. Hein. Donc c'est quand même pas mal. Hein, vous trouvez ça assez difficilement. Chez Delacre aussi, on gagne très bien en intérim. Et si vous voulez du boulot, la période est un peu passée, c'était chez les boucheries de Tri, notamment qui engagent beaucoup en intérim en novembre, décembre, janvier. Là aussi, mais c'est des conditions de travail assez difficiles, mais ça gagne assez bien. C'est du boulot facile à trouver, entre guillemets, à cette période. Enfin voilà. Mais donc voilà, donc le secret, donc c'est bien, mais il y a un petit danger quand même si on découvre votre secret. Et alors, quand on travaille chez Coca-Cola, donc vous signez des clauses de confidentialité carabinées, et à côté de ça, vous n'avez de toute façon accès qu'à des étapes. Donc tout est scindé, on va dire vraiment comme ça, en petits, comment dire, en petites séquences, etc. Ce qui fait que vous n'avez accès qu'à toute petite partie de la formule ou quoi que ce soit. Donc vous voyez quasiment rien en fait. C'est impossible de déduire une vue d'ensemble de ce que pourrait être la formule du Coca. Alors, il y a une autre moins connue que Coca-Cola, mais qui fonctionne aussi sur le secret, c'est la Worcester Sauce. Vous voyez ce que c'est la Worcester Sauce? C'est la fameuse sauce que vous trouvez sur les tables de tous les restaurants, friteries, brasseries, etc., qui est la sauce qui ne s'utilise qu'avec le filet américain. Je ne pense pas qu'elle serve qu'on l'utilise avec quoi que ce soit d'autre, mais avec le filet américain, ça va bien. Mais voilà. Alors, cette fameuse sauce, alors, si vous aimez cette sauce-là, peut-être que vous ne devriez pas écouter parce que vous risquez de moins aimer en sachant de quoi elle est composée. Donc en fait, la Worcester sauce, donc c'est une sauce qui a été découverte totalement par hasard. En fait, c'était une grande cuve où ils avaient mis tous des déchets de poisson, des têtes de poisson, des arêtes, etc., des trucs laissés pour pourrir et etc. Donc c'est une entreprise anglaise. Et donc c'est que des déchets en fait. Et ils ont laissé ça pourrir en fait pendant longtemps. Et alors, je ne sais pas qui a eu l'idée de goûter, parce que franchement, voilà, fallait y penser. Mais en fait, il y en a un qui a goûté ce truc-là, et il s'est dit, tiens, il y a un potentiel, et donc ils ont rajouté d'autres trucs dedans, etc. Et ils ont découvert donc, la Worcester sauce. Donc en fait, il y a une émission qui a fait un reportage sur comment est faite la Worcester sauce, mais on ne voit que le début, évidemment, parce que tout la suite est secret, donc on ne voit que le début du processus. Mais donc c'est clairement une immense cuve en fait, dans laquelle ils laissent pourrir notamment beaucoup de déchets de poisson, etc. Et donc ça fait une espèce de soupe saumâtre vraiment, ça a l'air vraiment très dégueulasse. Et puis après, on ne sait pas, mais ils font d'autres choses, mais ça prend, la fabrication de la sauce prend, je crois que c'est 2 ans, hein, je pense. Donc, quand je vous dis qu'ils laissent mijoter ça pendant longtemps, c'est pas une image. Hein, ça. Et donc, voilà, et donc, c'est ça, la Worcester sauce, c'est un truc comme ça. Et donc, c'est aussi quelque chose qui est totalement secret. Donc, on sait à la base, ils expliquent le truc de base, le truc qui pourrit, etc. Puis après, ils font tous des processus, ils chauffent ça et ils rajoutent des trucs, etc. pour arriver à cette fameuse sauce qui, en tout cas, est connue, en tout cas chez nous, uniquement pour le filet américain. Enfin, je ne sais pas si on peut l'utiliser avec autre chose que ça. Mais... avec les frites, quoi. Mais c'est vieux comme type d'aliment, enfin comme type de laisser pourrir du poisson et après récolter le liquide. Oui, mais enfin, c'est pas que du poisson, hein. Je ne sais plus tout ce qu'il y a dedans. Je me souviens d'avoir vu l'émission et je me suis dit que je ne savais pas si je remettrais encore sur mon filet américain. C'était quand même assez dégueu, en fait. Et on voyait la grosse cuve avec le truc, il disait, je crois qu'il le laissait pendant 1 an ou un truc comme ça. Tu te dis, ouais. Mais c'est pas... Ils mettent les entrailles, ce qui fait qu'il y a les sucs digestifs, il y a les sucs gastriques qui... Enfin, c'est... Apparemment, c'est pas vraiment pourri, c'est juste dissous par les sucs gastriques et le sel. Je suppose qu'il y a beaucoup de sel pour éviter la bactérie. Mais écoute, ils ont quand même des normes d'hygiène. Il doit y avoir moyen de retrouver le reportage. Je pense que c'est un reportage ça devait être de la RTB, je pense. Je ne sais plus quelle émission. Tout ça ne nous rendra pas le Congo ou enfin toutes les émissions d'avant. C'était un truc. Je
pense que j'ai vu ça il y a une dizaine d'années, donc j'avoue que je me souviens plus bien des détails du truc. Mais enfin voilà, si vous cherchez, à mon avis, il doit y avoir moyen de le retrouver, ce machin-là, sur YouTube ou quoi. Ça, probablement, il doit y avoir moyen de retrouver ça. Mais voilà, enfin, si ça vous intéresse de voir de quoi elle est fabriquée. Mais donc aussi, il fonctionne avec le secret, en fait. Il ne peut pas déposer, donc du coup, c'est incopiable, entre guillemets, puisque... donc ils gardent un monopole hein, par ce biais-là. Donc eux, pour cette sauce-là, en tout cas, c'est assez avantageux. Voilà, parce qu'il n'y a pas un marché immense aussi. Hein, parce que si c'est que pour le filet américain, du coup, il n'y a quand même pas un marché immense. Donc voilà. Pouvoir remanger un bon petit américain chez Philippe. Espérons, bientôt. Donc voilà, donc le secret, et puis et le savoir-faire, c'est un peu la même chose. Le savoir-faire, c'est toute l'expérience, finalement, les étapes, comment on fait les choses, comment on agence les choses, le choix des matières premières, etc. Enfin, ça aussi, ça ne se brevette pas, ça ne se dépose pas, mais ça fait partie de... Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire, moi il me reste le contrat de transport, le factoring et le leasing en petits trucs en vrac. Il est tôt encore en même temps. Mais en même temps, je parle non-stop depuis plus d'une heure et demie, là, quand même. Pas marre, m'entends, non Je vous remercie quand même de mettre la caméra parce que c'est pas dans tous les groupes qui font ça. C'est quand même beaucoup plus interactif pour moi, beaucoup plus vivant. Hier, j'ai parlé tout seul devant des lettres pendant 2 heures, là, des initiales, et c'était quand même assez pénible. Donc voilà. Donc en gros, le timing, c'est la semaine prochaine, on travaille le crédit à la consommation en auto-socio-construction du savoir. La semaine suivante, on resynthétise la matière, etc. Puis je verrai peut-être par exemple le contrat de transport si j'ai un petit peu de temps. La semaine après, auto-socio-construction du savoir sur la faillite et la réorganisation judiciaire. Et le dernier coup, on resynthétise vite fait la matière sur la faillite et la réorganisation judiciaire. Et je vois les derniers petits points qui manquent, style le leasing ou ce machin-là. Donc ça, c'est un peu le planning pour les 4 prochains cours. Et puis le dernier cours, c'est l'examen, évidemment. Voilà. Donc je me dis que c'est pas mal pour aujourd'hui. Voilà, il fait beau, profiter un petit peu du beau temps. Attends, 20 degrés aujourd'hui. Un temps estival au mois de février, c'est quand même pas. J'ai pas souvenir d'avoir déjà eu un temps pareil en février, moi personnellement. Mais donc voilà, bon, enfin comme ça vous pouvez en profiter un petit peu. Moi j'ai cours ce soir, comme ça je vais pouvoir en profiter une petite heure avant mon cours du soir aussi. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui est arrivé dans les toutes dernières minutes, enfin, à part Thomas ou Alexis, les autres ont été là en tout cas de corps ou d'esprit, je ne sais pas. Et voilà, donc, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se voit lundi pour la plupart d'entre vous en succession. Avec tous vos neurones, hein, prenez-les bien avec, hein, parce que parfois c'est un petit peu compliqué. Donc soyez en forme lundi, passez un week-end sage, reposant, pas d'alcool, dormir tôt, etc. pour arriver prêt. Pour arriver prêt lundi après-midi. Et voilà. Et social, c'est pareil pour vous, hein, c'est que les premières sociales, on a déjà fait, nous. Bien fait, social. Moi, j'y suis en social. Ah ouais, ok. Donc, parce que je commence, c'est la semaine prochaine, je crois que je commence social. Donc, Mais oui. Et vous le faites comment à distance? On va commencer à distance, oui. Ça dépend le nombre que vous êtes. Encore une fois, comme c'est un cours plutôt théorique, je ne peux pas le faire en présentiel. Je ne peux pas donner ma théorie sur 2 classes en même temps. Donc a priori, ce sera... Ah, mais bon, je ne désespère pas d'un petit allègement des mesures qui suppriment, parce que cette limite de 10 par classe, c'est une limite spécifique à la promotion sociale qui n'existe absolument pas dans les autres réseaux. Hein. Donc le CFA, ils donnent cours, ils sont 50, hein, parfois ils vont dans l'amphi, ils sont à 50. Et puis nous, on sort, on va dans l'amphi, on peut être que 10. La cohérence est totalement... Donc on peut espérer qu'ils vont relâcher cette limite de 10 et en disant... laisser 1,50 m de distance, etc., ce qui était le cas avant, donc ils pouvaient relaisser ça et remettre ça. Mais ils ont quand même l'intention de remettre beaucoup d'étudiants en présentiel, j'ai entendu, notamment au niveau de la haute école et du secondaire, ils veulent remettre un maximum en présentiel.
Donc, on peut espérer un relâchement. Et donc, à ce moment-là, si la possibilité se fait, je fais tout en présentiel, évidemment. Hein. Mais bon, dans l'état actuel, si, Marie, je fais tout en présentiel. Si je peux, je le fais. Mais bon, voilà, on verra un petit peu comment les choses vont se mettre. On attend des news. Pour le moment, il n'y a pas de news. Donc, il y a un comité de concertation après-demain, hein, vendredi, où on espère peut-être certains assouplissements. Bon, ouverture de l'ORECA, je n'y crois pas trop, mais un petit passage du couvre-feu à minuit, ce serait déjà pas mal. Parce qu'en Flandre, c'est quand même à minuit et ils n'ont quand même pas beaucoup plus de cas que chez nous. Donc, mais bon, voilà. Mais sinon, il parle de peut-être quelques petits assouplissements, mais bon, c'est du style à dire vous avez droit à avoir une bulle de 3 au lieu d'une bulle de 2. Comme absolument personne ne se préoccupe de la taille de sa bulle, ça ne changera absolument rien. Oui, dans les maisons de repos, ils vont pouvoir manger à 4 à la même table. Oup, oup, ça, c'est de l'assouplissement, quoi, purée. Voilà. Mais donc, on verra, mais bon, on n'est pas lié. Nous, on ne dépend pas tant que ça du comité de concertation. Hein. Nous, on dépend de deux choses. Nous, de la ministre Gatti, qui est la ministre de la promotion sociale au sein de la communauté française, donc tous les réseaux de promotion sociale, donc soit de la province, de la ville, de la communauté française et du libre, toute la promotion sociale, avec notre règle particulière de 10 par classe. Et puis, on dépend aussi de la province, qui peut prendre des règles particulières au niveau de la province. Donc, on est un petit peu dans les deux, et on attend des circulaires. Simplement, qui sortent une nouvelle circulaire. Il y en a une qui vient de sortir, mais c'est pas sur ce sujet-là. Donc, on attend la prochaine circulaire Covid qui nous dira, ils changeront sûrement bien un truc, mais dans quel sens, on n'a aucune idée. Voilà. Ah oui. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi, profitez du soleil, donc, ou pas. Et à vous aussi. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. À la prochaine. Lundi, au revoir. À lundi, au revoir. À lundi. Au revoir à lundi, monsieur. Au revoir, Aluka.